Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette toute première vidéo de ma chaîne YouTube qui va être exclusivement orientée sur le défi créatif D5 Render, donc le moteur de rendu gratuit D5 Render, et donc que j'ai lancé pour l'année 2024. Donc tout au long de la vidéo, reste bien attentif parce que chacun des membres du jury et moi-même, on va te partager notre vision, des conseils sur chacun des projets que tu vas pouvoir mettre à profit aussi pour ta propre progression, pour aussi peut-être pourquoi pas ton développement entrepreneurial si tu y trouves de l'intérêt. Et puis reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai fait l'interview du gagnant. Je félicite encore une fois au passage parce que son travail est remarquable. J'avais défini que chacun des membres du jury puisse délibérer sur 2 projets de membres, de participants, parce que pour un tout premier défi créatif, en sachant que moi j'ai une toute petite communauté naissante et que en plus de ça c'est un moteur de rendu peu connu, que beaucoup en fait n'avaient pas eu la possibilité de tester l'animation vidéo, ça limite vraiment par un effet entonnoir comparativement aux défis qu'on pourrait voir des fois à droite à gauche, qui nous laisse la possibilité d'utiliser n'importe quel moteur de rendu de notre choix. Là c'est vraiment très niché, c'est sur D5 Render, c'est sur la thématique du brutalisme, c'est l'animation vidéo, il faut utiliser des techniques aussi d'animation avec la texture animée, donc il y a beaucoup de choses qui font que par un effet entonnoir, ça limite les personnes qui auraient pu aussi profiter de ça, surtout je l'ai fait en août. Et aussi dans les commentaires, n'hésite pas à me faire part de si jamais tu aimes ce format-là, si tu as aimé en fait ce défi, cette idée, et si tu as envie d'en voir un nouveau en 2025 et pour les années suivantes, j'en ferai un chaque année, auquel tu pourras aussi participer de façon totalement gratuite. Donc pour la petite parenthèse par rapport au défi créatif, par rapport au jury, il faut savoir que chacun des membres a partagé sa vision, mais qu'ensuite, moi j'ai récupéré tout ce tableau dans son ensemble, j'ai pu avoir suffisamment de recul. Il y a eu beaucoup d'ex-aequo, parce qu'il faut savoir que ça a été très difficile pour nous de délibérer, parce que tous les projets sont très qualitatifs, chacun sa propre vision, et ça a été un travail remarquable, donc ça s'est joué à pas grand-chose des fois pour le classement sur le podium. Donc j'ai affiné par rapport à la feuille de route que j'avais en vision, c'est-à-dire par rapport au côté du respect du brutalisme, de l'aspect émotionnel, parce que c'était extrêmement important. Je suis quelqu'un de très émotionnel, je suis pas très cartésien dans l'âme, donc c'était important à mes yeux qu'il y ait vraiment un côté poétique là-dedans, pour apporter sur quelque chose qui est assez architectural, assez lissé et froid, austère, notamment avec le brutalisme, le béton, et apporter de la chaleur. Donc la personne qui était la plus en mesure de respecter à la fois le côté brut du béton et à la fois le côté chaleureux, poétique, et donc le storytelling, c'est-à-dire la narration, l'histoire qui peut être racontée aussi bien d'un point de vue graphique que musical, que d'un point de vue en fait de la disposition des séquences de caméra, j'ai fait un ensemble de tout ça pour affiner sur la base des notes du jury. Donc ça permettait de trancher sur le fait qu'il y a eu des ex-aequo. Donc avant de te faire la présentation de chacun des projets, de tous les participants, ainsi que de l'ensemble du jury, je tiens à me présenter. Donc pour faire simple, vers fin 2009, je me suis lancé en tant qu'infographiste freelance. J'ai ouvert ma première entreprise en France en tant que designer graphique et illustrateur, une activité qui a perduré pendant des années et jusqu'à aujourd'hui. Donc moi j'étais surtout spécialisé dans la création d'illustrations vectorielles, en particulier les logos, et je faisais également des illustrations digitales, donc du digital painting, etc. C'est finalement en 2018 que je me suis spécialisé dans l'infographie 3D. En 2021, je m'expatrie de la France pour aller travailler au Québec. Puis les années qui ont suivi, j'ai eu la chance de travailler dans plusieurs agences d'architecture de grande envergure qui m'ont octroyé la chance de travailler dans leur structure et qui m'ont embauché sur la simple présentation de mon portfolio. C'est à partir de là que je me suis remis à 100% à mon compte et que j'ai fini par délaisser entièrement mon activité de graphiste pour me concentrer à temps plein sur la visualisation architecturale. Je fais un podcast depuis 2023 que j'ai ouvert qui actuellement a atteint presque 400 épisodes, axé sur l'ArchViz, la visualisation architecturale photoréaliste. Donc si tu es passionné par ce domaine-là, tu es le bienvenu dans ma communauté, tu pourras justement profiter du podcast, je te mettrai le lien dans la description sur lequel je t'accompagne chaque semaine et tu pourras avoir une vision un petit peu plus privée, un petit peu moins lissée que ce qui pourrait être le cas sur YouTube, dans lequel je partage des choses plus intimes, c'est un petit peu comme mon journal intime plus ouvert que je mets à ta disposition en toute transparence. Un podcast qui s'appelle La Force du Faible parce que l'idée c'était justement de mettre en avant les faiblesses et de montrer à quel point quand on est faible, on met en face des applications pour pallier à nos faiblesses et donc on devient fort, plutôt qu'une personne qui a tendance à avoir la science infuse et penser déjà de même de base qu'il est fort et donc c'est ce qui en fait sa faiblesse à mon sens. Puis 2024, j'ai eu le privilège de par l'équipe de D5 Render qui m'ont accordé finalement cette attention-là d'être devenu ambassadeur francophone du logiciel D5 Render et aussi instructeur certifié officiellement sur ce moteur de rendu 3D qui est d'ailleurs à l'heure d'aujourd'hui mon moteur de rendu préféré. J'en ai testé plusieurs, j'ai adoré aussi virer pour SketchUp, j'ai aussi utilisé Twinmotion, Enscape, Keyshot, Unreal, Corona Render aussi, Redshift, Octane. En fait tous ces super moteurs de rendu avancés, j'en ai vraiment eu un coup de cœur, surtout notamment avec Corona Render que j'ai adoré, virer pour SketchUp aussi. J'ai finalement jeté mon dévolu sur D5 Render bien que ce soit un logiciel simplifié en ArchViz, donc un moteur de
rendu 3D simplifié en ArchViz. Il n'a pas forcément la profondeur technique que peut avoir un moteur de rendu plus avancé, comme ça pourrait être le cas par exemple avec Corona Render. Surtout d'un point de vue finalement de la représentation des physiques des matériaux, tout ça, mais reste que dans l'ensemble, c'est un excellent compromis pour allier l'utile à l'agréable et avoir un excellent ratio temps-qualité. Le but aujourd'hui, au travers de ce défi créatif-là, eh bien, c'est de présenter finalement les fonctionnalités de ce moteur de rendu, sa simplicité, puis aussi ce qu'il est possible de faire avec très peu de connaissances, parce que la plupart des participants ont découvert Desync Render au moment de la création du défi. Donc je l'ai ouvert pendant 2 mois et j'ai mis à disposition toute une série en fait de vidéos, des tutoriels que je mets à disposition des membres que j'accompagne. Donc ça, c'est un petit parallèle que je tiens à faire. Si tu veux, eh bien moi je suis spécialisé dans l'accompagnement individualisé, le coaching privé. C'est un coaching qui est sans limite de temps, qui est à vie et qui est exclusivement orienté sur un seul et même objectif, c'est-à-dire augmenter la qualité de ses rendus 3D, augmenter le réalisme pour atteindre l'ultra-réalisme. Et donc moi je suis spécialisé pour accompagner chacun des membres du lundi au vendredi de façon hebdomadaire à ce qu'ils puissent à la fois créer un portfolio extrêmement haut de gamme et qualitatif et à la fois trouver une clientèle, donc stabiliser un trafic client parce que j'accompagne aussi dans la partie de développement entrepreneurial. Et oui, je voulais pas que ça fasse comme la plupart des formations en ligne, c'est-à-dire que on se retrouve à connaître un outil ou une manutention digitale, une investigation spécifique et puis après on se retrouve encore confronté à ses propres problèmes et à ne pas être capable de bien en vivre. Donc voilà en fait pour les grandes lignes, l'objectif aujourd'hui c'est pas de te mettre en avant mes services, c'est de mettre en avant le jury que j'ai choisi méticuleusement parce que eh bien, les valeurs et puis leur spécialisation étaient en résonance avec le programme et aussi avec ma personnalité. Et aussi eh bien, te montrer la superbe initiative des membres qui ont eu le courage pour la plupart d'apprendre Desync Render sur le fly, en fait en temps réel sur le terrain, pendant que le défi était en cours. Donc le défi au début je l'ai lancé en août, pendant 1 mois. Je me suis rendu compte que c'était un petit peu court, qu'il y avait des personnes en fait qui étaient en vacances ou qui avaient besoin d'un petit peu plus de temps. Ce qui fait que les participants ont eu 60 jours calendaires pour participer au défi. Et donc je te parlais de transparence, eh bien c'est parce que je vais te partager la vision, aussi le système de cotation pour chacun des projets pour que tu puisses juger aussi de notre façon de voir les choses. Pour ce qui est de la délibération, pour le barème, en fait on essaie de faire ça le plus simple possible. Popularité, c'est simplement en fait le vote du public. Donc en réalité la communauté a voté et sur le nombre total de votes, la personne qui a eu le plus de votes a bénéficié d'un bonus, autrement dit 5 points. Ce qui veut dire qu'il n'y a qu'un seul participant parmi les 11 qui a pu bénéficier en fait d'un bonus. Je ne voulais pas que par exemple une personne qui connaît beaucoup de personnes, qui a beaucoup d'amis, une grande famille ou autre, puisse profiter en fait de plusieurs votes en sa faveur pour finalement passer devant d'autres personnes qui avaient respecté davantage le brutalisme. Parce qu'en fait la communauté va voter par rapport à un point de vue émotionnel, par rapport à leurs préférences, etc. Mais ils ne vont pas forcément se référer par rapport à la cotation et par rapport au respect de la feuille de route et des consignes, ainsi que du thème du brutalisme. Pour ce qui est du brutalisme, la présence, eh bien, c'est l'insertion paysagère du brutalisme de la structure architecturale d'un béton brut, austère, au sein d'un paysage organique, de quelque chose de végétal, pour contraster entre la faune, la flore et le côté froid, austère du béton. Donc ça, c'était vraiment la partie présence. Le respect du style, tout de suite, est-ce que ça fait penser au brutalisme, c'est-à-dire du béton au plus proche possible de sa forme originelle, c'est-à-dire le moins travaillé possible, surtout pas coloré, du moins de l'interprétation qu'on en a du brutalisme, d'assez rugueux, d'assez brut. Donc après, au niveau du style, du design, eh bien, il y a plusieurs formes de brutalisme, il y en a des plus circulaires, arrondis, d'autres plus cubiques, angulaire, voire même conique. Donc on ne peut pas vraiment dire en fait que une forme s'apparente plus à du brutalisme, bien que dans l'ensemble on le voit de façon assez angulaire, assez massif, cubique. Avec les années ça a évolué. Donc plus ça restera du style original cubique, mieux ce sera. Mais là-dessus, vu que c'est quand même assez sujet à interprétation, on préfère se référer plutôt sur l'aspect brut original du béton. En réalité, dans le brutalisme, il y a le côté brut, mais il n'y a pas le côté brutal. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'il fallait que ce soit quelque chose de vraiment agressif d'un point de vue de l'environnement. Au contraire, le but c'est d'avoir quelque chose de poétique et de chaleureux, puisque c'est ça la thématique du défi. Modélisation, ça va être en lien avec l'étude, la recherche par rapport en fait à la complexité architecturale ou bien à certaines subtilités qui sont en lien avec la modélisation. Et la texture du béton, c'est à quel point ça a été bien travaillé, à quel point on est capable de ressentir vraiment le côté naturel, brut du béton, pas coloré. Donc ça, attention, je tiens à le préciser, c'est par rapport à la thématique du défi créatif qui est en lien avec l'aspect rugueux, austère, original du béton dans un environnement qui lui est plus chaleureux ou avec une vie, des détails et puis une immersion tout autour avec la faune, la flore qui nous permet en fait d'avoir quelque chose de plus poétique et de chaleureux. Donc c'était vraiment ça
l'idée en fait du défi créatif sur Dessin Grandeur, avec bien entendu l'insertion d'une texture animée vidéo pour venir animer cet ensemble-là. Donc bien entendu, quelque chose que j'ai pas précisé également, c'est que la vidéo devait obligatoirement faire entre 45 et 60 secondes. Pas plus que 60 secondes, pas moins que 45 secondes. Donc il y avait certaines consignes, un cahier des charges quand même qui était assez particulier à respecter, et donc c'était pour se qualifier. Photoréalisme 3D, étant donné que le défi créatif est orienté avant tout débutant, eh bien on n'a pas cherché à voir si une personne était capable de créer extrêmement bien les matériaux, d'ultra-réalisme, etc. On l'a quand même ajusté. Donc gestion des lumières, c'est pas tellement en fait l'aspect du chaud et du froid, ça va plus être dans la gestion des couleurs, ça sur l'aspect émotionnel avec les températures Kelvin. La gestion des lumières, ça va surtout être est-ce qu'elles ont bien été placées, est-ce qu'elles dirigent le regard, est-ce qu'il y a une narration qui s'effectue et surtout est-ce qu'elles sont brûlées, c'est-à-dire qu'elles sont pas trop fortes ou alors à l'inverse trop sous-exposées, des choses comme ça. Travail des textures, eh bien, ça va être autre que la texture du béton sur des surfaces additionnelles, complémentaires, en parallèle. Est-ce qu'il y a des matériaux qui ont été bien travaillés ou alors qu'il y a une subtilité, quelque chose un petit peu novateur qui a été ajouté en complément. Aspect émotionnel, donc c'était quand même important à mes yeux, puisque c'est en lien avec la thématique, mixer à la fois la froideur du béton avec la chaleur de l'insertion paysagère et de la vie, de l'ambiance. Donc gestion des couleurs, est-ce que c'est trop saturé, trop désaturé? Parce que par exemple, vu qu'on veut quelque chose de chaleureux, eh bien une personne qui va avoir une tendance à partir sur les tonalités grisées, noir et blanc, des choses comme ça, ne va pas forcément avoir des points de ce côté-là, parce que on sort de la thématique d'apporter de la chaleur. Donc ça, c'était pour la gestion des couleurs. Est-ce que on n'a pas par exemple un rouge qui sort trop pimpant d'un côté? Est-ce qu'on n'a pas peut-être une autre couleur, un bleu qui est trop désaturé par rapport au restant? Est-ce qu'on a une belle harmonie entre le chaud et le froid, des choses comme ça? Donc vie, détail, ambiance. Dans le détail, ça va être tout ce qui est en lien avec les détails de la faune, de la flore et puis des petites subtilités en fait de vie du quotidien, des imperfections, un jouet ou quelque chose comme ça qui apporte un côté vie, comme si quelque chose était habité, qu'il y avait une présence humaine, organique. Donc ça va être le côté détail et vie qu'on va regarder de ce côté-là. Pour la partie ambiance, ça va être l'ambiance générale à la fois lumineuse globale. Le montage n'était pas quelque chose d'obligatoire, mais par contre, bien entendu, ça apportait des points en plus, au même titre que jouer avec la musique. Est-ce qu'il y a eu un beau mariage? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de cohérent? Une harmonie de ce côté-là? Et enfin, composition graphique, ça va être la gestion de l'animation de caméra, à savoir est-ce qu'elle est rapide, est-ce qu'elle est lente, est-ce qu'elle est bien harmonisée entre chaque séquence, est-ce qu'il n'y a pas des passages trop abrupts, est-ce qu'il n'y a pas des trop grosses accélérations ou au contraire un côté trop lent, endormant. Donc c'était un peu pour voir la dynamique par rapport en fait à la spatialisation de la caméra, surtout à l'animation de celle-ci. Spatialisation, ça va surtout être le compositing, c'est-à-dire l'insertion des objets au travers de la scène. Est-ce qu'on a des objets qui sont bien spatialisés dans l'ensemble? Est-ce qu'il n'y a pas une surcharge d'un côté puis un côté trop vide de l'autre? D'un point de vue du cadrage, c'est est-ce que c'est dynamique? Est-ce qu'on joue avec des plongées ou des contre-plongées en fonction de la direction artistique et puis du message qu'on veut faire véhiculer au travers de son aménagement? Par exemple, nous on voulait le côté imposant du brutalisme. Souvent les contre-plongées étaient les bienvenues. Si on mettait une vue à vol d'oiseau, ça permettait aussi de voir le côté envergure, donc c'était pas forcément obligatoire, mais des fois un mix entre tout ça, ça pouvait être intéressant. Dans le cadrage, il y avait aussi l'approche photographique. Donc, est-ce qu'on est capable de diriger le regard, de jouer avec des points de fuite, des lignes de perspective, la ligne d'horizon? Est-ce que c'est bien spatialisé par rapport au ciel, par rapport au sol, etc. Donc, tout ça, c'est pris en considération. Et donc, voilà pour ce qui est de la présentation du barème. J'espère que ça te permet en fait de mieux comprendre ce qui va passer par la suite. Et donc, ce barème-là sera attribué à chaque projet, à chaque participant, à la fin de la délibération orale de chacun des membres du jury. Je te ferai un récapitulatif rapide de ce qu'était la force et la faiblesse globale, sans m'attarder sur chacun des points, parce que c'est affiché à l'écran, il suffira de faire pause pour en profiter, mais pour comprendre pourquoi il y a eu un déséquilibre peut-être à certains moments sur certains membres par rapport à certaines cotations générales. Aussi sur la thématique du brutalisme, parce que bien que je ne sois pas spécialisé dans le brutalisme et que je ne sois pas un expert sur le mouvement architectural, je te partage ma vision de ce qui pour moi en fait est de ce que j'en ai en fait comme représentation, comme interprétation. Et donc on pourrait échanger aussi par rapport à ça pour que des fois, suivant certaines délibérations de chacun des membres et moi-même, tu puisses me partager ton avis, savoir si tu es d'accord ou pas avec ça, et puis échanger de façon constructive et passionnée par rapport à ça aussi. Par rapport à ma vision du défi créatif, il faut savoir que j'avais partagé un poème, un petit poème qui permettait d'avoir une ambiance. Cette ambiance-là était tournée autour du brutalisme, un mariage avec quelque chose de poétique. Donc l'idée c'était d'incrémenter une structure architecturale de béton assez austère dans un environnement qui est plus poétique, doux, organique, avec de la végétation, de la vie. Et donc j'avais laissé l'interprétation en fait de tout ça à chacun des membres. Une des choses qui était obligatoire pour se qualifier, c'était que ce soit fait avec Dessin Grandeur,
uniquement sur la version gratuite, bien qu'on peut utiliser la version pro, mais je voulais pas pousser les personnes à l'achat. Pour ce qui est du format, j'ai choisi le format vidéo. Au début, il devait être au format portrait parce que je trouve que c'est un format d'avenir. Sauf que par rapport à des limitations techniques, en fait, ce format-là imposait d'avoir un abonnement professionnel. Donc, je voulais pas en fait imposer aux participants d'utiliser la licence D5 Render Pro. Je voulais que ce soit accessible uniquement sur la version gratuite, qui suffit d'ailleurs à répondre à 80% de nos besoins en matière d'archivisme dans notre quotidien. Mais là, je voulais mettre en avant le format vidéo et en même temps qu'il y ait une sélection qui soit obligatoire, c'est-à-dire que si une personne n'avait pas respecté cette consigne-là, elle serait obligatoirement disqualifiée, c'est-à-dire le brutalisme, il fallait que ce soit prédominant, que ce soit quelque chose de central au niveau de la vidéo. Ensuite, un second point, c'était d'avoir donc le format vidéo, pas d'intelligence artificielle de fait, donc on pourrait utiliser l'intelligence artificielle nativement intégrée dans les 5 renders, mais aucune intelligence artificielle externe, aucun service de enhancer IA, c'est-à-dire d'améliorateur IA, voire même de génération vidéo ponctuelle ou alors depuis une image ou des choses comme ça. Donc les membres pouvaient faire un montage vidéo ou pas, c'était à leur bon vouloir en fonction de leur temps et de leurs compétences. La modélisation n'était pas quelque chose d'obligatoire, mais tout le monde a modélisé par soi-même. Donc ça apportait des points en plus, mais c'était pas obligatoire. Reste que dans l'ensemble, eh bien, je suis content parce que tous les participants ont finalement décidé de modéliser par eux-mêmes. Un autre point, c'était de mettre en avant le matériau multimédia, parce que depuis les dernières versions de D5 Render, on a la possibilité d'utiliser en fait une option d'alpha pour que les fonds noirs sur les vidéos se transforment en transparence, ce qui permet en fait d'apporter de nouvelles perspectives créatives. Et donc l'idée, c'est de faire connaître D5 Render parce qu'il reste encore un peu dans l'ombre, même s'il évolue de façon fulgurante. Et d'ailleurs, j'ai toujours cru en son potentiel, alors que tout le monde était encore basé sur Lumion et tout le monde me pointait du doigt en me disant que non, c'était le logiciel phare, etc. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour D5 Render parce que je trouvais qu'il était beaucoup plus rapide, stable, plus précis aussi dans la matière de l'éclairage, la gestion du RTX, tout ça. D5 Render, depuis sa toute première version bêta, avant même sa commercialisation, il s'est déjà assez à la pointe. Et je tiens aussi à faire une mention très particulière pour l'équipe de D5 Render qui a eu la grande générosité d'accorder des prix, à savoir que le premier prix, c'est 12 mois d'abonnement à la licence pro gratuit offert. Pour le second prix, deuxième place, c'est 6 mois. Et pour la troisième place, c'est 3 mois. Donc, un grand merci, une grande dédicace, une grande mention spéciale à mes collègues de l'équipe de D5 Render qui sont vraiment d'une très grande humilité, très accessibles. C'est ça que j'aime avec eux, c'est qu'on peut leur parler de façon humaine, conviviale. Ils sont bienveillants, ils se soucient en fait des retours de leur communauté. Et donc, je trouve qu'ils méritent d'être mis en avant parce que ce sont des humains chaleureux qui sont un peu dans l'ombre de leur logiciel, de leur moteur de rendu et qui méritent pleinement la lumière parce que à l'heure d'aujourd'hui, en fait, ils nous permettent complètement de révolutionner le milieu de la visualisation architecturale francophone, mais pas que, de façon mondiale parce que D5 Render, c'est un coup de pied dans la fourmilière qui vient complètement révolutionner les standards de l'industrie. Surtout que c'est le premier moteur de rendu 3D à avoir intégré une véritable intelligence artificielle et d'ailleurs pas qu'une seule parce qu'il en a intégré plusieurs. Il a même sa propre IA générative sur le D5 Next Eye qui est un site à part entière qui est valable uniquement pour les abonnements de la licence pro mais qui est incrémenté progressivement dans D5 Render, ce qui nous permet de générer par exemple au travers de texte des objets 3D en fait sur simple prompt. D5 Render, c'est un petit outil, un petit bijou qui est le moins cher d'ailleurs en termes d'abonnement des logiciels pour les logiciels simplifiés en ArchViz et aussi plus avancés pour les personnes qui veulent aller plus loin et accéder à la bibliothèque. Justement, je te parlais en fait de mon intégration à l'équipe de D5 Render. Je suis également affilié par rapport à eux, donc si jamais tu veux avoir la licence D5 Render Pro, si jamais tu as un coup de cœur sur la version gratuite, au travers du lien, je te mettrai directement dans la description, de profiter de la licence Pro qui correspond à 25% de réduction comparativement à si tu payais mensuellement 38 $ US à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo-là. À savoir que si jamais tu profites de cette fameuse licence Pro, grâce à mon lien, tu bénéficieras, au lieu d'avoir un abonnement équivalent à 460 $ US annuel, ça te coûterait que 342 $ US annuel, ce qui est complètement dérisoire parce que ça représente à peu près 28,5 $ US mensuellement. Donc comparativement à toutes les fonctionnalités techniques et puis le temps qu'il peut nous faire gagner, aussi bien pour des rendus vidéo que pour des rendus images, que pour des visites virtuelles, même si c'est un peu perfectible de ce côté-là, ils sont en train de travailler fort dessus. D5 Render est très promoteur. J'ai hâte qu'ils intègrent le path tracing prochainement pour gagner encore plus de finesse pour arriver justement à la précision que des moteurs de rendu comme Twinmotion et après ça sera complètement révolutionnaire.
je tiens à faire une petite parenthèse. J'ai eu le privilège de traduire en français Desync Render. Donc, je vais te montrer comment effectuer la manipulation depuis le lien que je vais te mettre dans la description. Ce lien sera mis à jour au fur et à mesure de l'évolution du logiciel parce que à chaque fois en fait qu'ils ajoutent des nouvelles fonctionnalités, il faut que je prenne un temps aussi avec l'équipe pour traduire. En fait, je fais plusieurs versions de la traduction parce que quand je fais la traduction, je le fais depuis un fichier qui est un fichier en local sur mon ordinateur, en texte. Et ensuite, après, c'est retranscrit au travers de l'équipe de Desync Render sur un serveur. Et après, moi, je fais un test aussi en local depuis Desync Render, depuis le launcher, et puis pour afficher Desync Render, donc l'interface. Et des fois, je peux me rendre compte que la traduction en français, étant donné que je suis obligé de mettre des synonymes qui se rapprochent techniquement en fait de la fonctionnalité, puis en même temps esthétiquement qui soit visible, esthétique et que ce ne sorte pas du cadre, eh bien, je suis obligé de faire des ajustements, des modifications. Donc à chaque fois, je renvoie ça à l'équipe et ensuite l'équipe essaie de l'ajuster pour que ce soit mis à jour sur une nouvelle version, sur un nouveau lien. Et après, je fais un nouveau test et puis on est fait comme ça par effet ping-pong. Le problème, c'est que techniquement, eh bien, c'est compliqué par rapport à l'équipe. C'est une fonctionnalité qui est très compliquée à chaque fois de mettre à jour. Donc, ils ont essayé de simplifier la chose pour l'activation et ça a été difficile pendant un moment d'activer la traduction en français. Donc au moment où je fais cette vidéo-là, la version que je te partage, c'est la version 9. Depuis le lien qui est situé sous la description, je mettrai à jour ce lien en fait au fur et à mesure de l'évolution des versions comme je te disais. Donc après, c'est très simple, tu vas voir apparaître ce dossier-là. Donc c'est un zip. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, c'est un lien qu'il faut copier dans le champ linguistique dans le logiciel Desync Render. Donc ce n'est pas le pack zip qu'il faut installer, mais c'est bien le lien. Parce qu'en réalité, sur le site officiel, sur le forum de Desync Render, ce que tu vas voir affiché, c'est ça. C'est ce lien-là, toujours avec usa.desyncrender, etc. Puis à la fin, ça finit par français.zip. En fait, au début, on est tenté de croire que le .zip, c'est un dossier qu'il faut installer, mais non. Ce lien-là, en fait, tu le colles directement dans l'URL de ton navigateur. Là, ce que ça va faire, c'est que ça va automatiquement activer un zip. Ce zip-là ne te sert strictement à rien. Je préfère te le dire. Il ne faut pas se faire des nœuds au cerveau avec ça. Juste, tu peux des fois le copier dans l'URL. Il se télécharge. Ça veut simplement dire que le lien est fonctionnel. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème du côté du serveur de Desync Render. Enfin, d'après ce qu'ils m'ont expliqué. Par contre, ce lien-là, je l'ai copié dans un bloc-notes parce que je me suis rendu compte que ça pouvait annuler des choses qui étaient en cache et qu'après, ça pouvait être retranscrit dans le moteur. Donc moi, je t'ai fait un zip. Ce zip-là, c'est moi qui l'ai fait. Il s'appelle desync-traduction.fr. Tu vas y retrouver un GIF en fait qui t'énumère rapidement où est-ce qu'il faut coller le lien. Et le lien est situé dans le bloc-notes. Donc comme ça, en fait, le fait de le mettre dans le bloc-notes, eh bien, ça le copie proprement. Ça, c'est important pour moi de le préciser parce que au même titre que des fois, quand on fait un copier-coller d'un site internet vers un autre, il y a des choses qui se mettent en cache dedans. Donc, si tu veux faire une copie propre, toujours, il faut copier un lien ou un texte dans un bloc-notes. Et ensuite, tu peux recopier ça après sur Internet. Donc, ça, c'est valable aussi pour le launcher Desync. Donc, je vais te faire la manipulation. Il suffit simplement de copier le lien. Ensuite, depuis le launcher Desync, tu as la possibilité dans les paramètres d'activer dans Général, dans la partie des langages, interface, et puis tu peux venir l'installer ici. Je te recommande de lancer Desync Render complètement parce que je pense qu'il fait une liaison au serveur général. Je me suis rendu compte que des fois, ça ne fonctionnait pas depuis le launcher, mais ça fonctionnait quand on l'installait depuis l'interface en ligne. On va le faire depuis ici, menu, préférences, général. Ensuite, dans interface, eh bien, on va choisir installer un pack de langage. Là, on va venir faire un CTRL+V pour venir copier ce lien-ci que tu retrouveras dans mon zip. Et là, tu fais install. Ça te marque que ça a fonctionné. Et là, tout de suite, à chaque fois que tu installes un pack de langage ou alors que tu viens cliquer sur une autre langue, par exemple, tu es en anglais, tu veux passer en espagnol, à chaque fois, tu es obligé de redémarrer Desync. Donc là, pareil, français, pour que ce soit effectif. On va le faire. Donc là, ça y est, j'ai relancé le launcher. Et là, tout de suite, on est capable de voir que tout est français. Donc là, on va faire nouveau. Voilà, donc là, théoriquement, j'ai fait beaucoup de corrections, donc je suis censé avoir fait une bonne traduction. Ça se peut que tu trouves peut-être encore des petites erreurs, comme par exemple, c'est pas la dernière version en date en réalité, puisqu'au moment où j'enregistre la vidéo, en fait, la dernière version en date, c'est la version 10. Sauf qu'ils ont dit qu'ils allaient la mettre en application à partir de la nouveauté des nouvelles mises à jour, en fait. Donc, dès qu'il y aura une nouvelle mise à jour Desync, ils mettront à jour les dernières modifications que j'ai mises. À savoir, par exemple, que si jamais on clique ici, je me suis rendu compte que là, par exemple, dans Fenêtre, masquer le panneau de gauche, ça touche F10. Des fois, des modifications, c'est simplement esthétique. Donc, j'ai raccourci un petit peu la phrase pour que y ait un espace, pour pas que ça touche. Donc, pour ces choses-là, il y a une V10. Voilà. Bon, après, c'est pas très grave. L'ensemble fonctionne bien. Si jamais tu y vois des erreurs ou tu y vois des fois des axes d'amélioration par rapport au renom, n'hésite pas à m'en faire part directement sur le groupe. Ça me fera un plaisir de prendre en note ta recommandation. Donc voilà, j'espère que tu apprécieras ma traduction française et j'espère que ça te permettra de mieux apprécier le moteur de rendu.
Donc voilà pour la petite présentation. Maintenant, je vais revenir individuellement sur chacun des membres du jury pour te les présenter, te les mettre en avant et après délibérer sur le système de notation tout à la fin pour que tu puisses comprendre un petit peu notre vision respective pour le choix de la délibération finale. Je te souhaite de passer un bon moment, un bon visionnage et puis je te dis peut-être à la prochaine sur le groupe Facebook. Je mettrai aussi en lien dans la description si jamais tu veux qu'on échange ensemble et puis peut-être qu'on puisse t'aider aussi à améliorer la qualité de tes rendus 3D. Donc merci pour ton écoute, j'espère que tu vas passer un super moment. J'ai hâte d'échanger avec toi en commentaire pour avoir ton retour et puis je te souhaite de passer un excellent moment et un bon visionnage. Salut! Alors j'ai le plaisir de te faire découvrir Julie, artiste, rêveuse et passionnée par la beauté des espaces et des objets depuis son plus jeune âge. Elle a toujours souhaité devenir designer d'intérieur. Originaire de Val-d'Or, en Abitibi, au Québec, elle quitte sa région natale à l'âge de 17 ans pour réaliser son rêve, devenir designer d'intérieur. Diplômée en technique du design d'intérieur du Cégep du Vieux-Montréal en 2022 et membre de l'APDIQ, qui est un acronyme de Association professionnelle des designers d'intérieur du Québec. Alors pour la petite parenthèse par rapport aux amis situés en France, la petite différence avec les designers d'intérieur au Québec, c'est qu'ils peuvent toucher les structures du bâtiment tant et si bien qu'elles ne sont pas porteuses et que ça respecte à la fois l'ordre des architectes du Québec ainsi que le code du bâtiment. Elle s'est spécialisée dans le design de cuisine et de salle de bain après avoir travaillé au sein de différentes ébénisteries de la province pendant plus de 15 ans. Avide d'aventure, de défis et de liberté, c'est en décembre 2015 que Julie prend la plus grande décision de toute sa vie, c'est-à-dire sauter dans le vide, ouvrir son parachute et créer sa propre entreprise de services de design d'intérieur. Et oui, précisément dans cet ordre-là. Ses inspirations proviennent des différents voyages à travers le monde, de la visite d'expositions et d'événements tels que le CABIS à Las Vegas, et de la formation continue sur les nouvelles tendances, matériaux et technologies innovatrices. Alors pour la petite anecdote, je comptais inviter Julie pour la participation au défi créatif 2025 qui va être orienté sur le design intérieur. Mais finalement, un membre du jury a abandonné le navire en cours de route en pleine délibération et elle a eu la délicatesse de se proposer en remplacement. Et d'ailleurs, je tiens à remercier aussi les autres membres du jury qui ont tenu leurs engagements jusqu'au bout et qui ont su faire preuve de professionnalisme. Je vais donc laisser place aux 2 projets sur lesquels Julie a délibéré, puis je vais te partager en toute transparence la note que nous allons attribuer. Salut Émilie, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Julie. Je voulais te féliciter pour la magnifique vidéo et ta participation pour le défi créatif. Donc, je sais que ce 1 minute de vidéo se cache beaucoup d'heures de travail à l'arrière. Donc, bravo et merci d'avoir participé. Donc, de mon côté, j'ai adoré le premier 10 secondes de ton vidéo lorsqu'on voit les blocs de béton très bruts, craquelés, avec la pluie qui tombe, le reflet de l'eau. Vraiment, l'ambiance est très réussie. Ouais, je pense que c'était vraiment ma partie préférée. En partant, ça capte l'attention, le fait que c'est un zoom sur la texture. Ensuite, on avait la vue où est-ce qu'il y a l'escalier, un très bel escalier arrondi qui est entouré de blocs de béton et de pierre. J'ai bien aimé la texture au niveau des murs de pierre, surtout lorsque la lumière est allumée et qu'on a vu l'effet un peu humide des vieux blocs de béton.
J'ai un petit peu moins accroché sur les textures de pierre au niveau des murets et murs. Je trouvais qu'il manquait un petit peu d'effet brut et aussi qui était un petit peu trop miroir, qui était un peu trop léché pour le brutalisme à mon goût. Et la maison, j'ai trouvé trop jolie, trop moderne pour le brutalisme. Je m'attendais plus à des gros blocs là, de béton sans trop finition. C'était ma petite critique brutalisme. Pour le reste, écoute, l'ambiance, c'est très poétique. J'ai adoré tes jeux de caméra qui se font très doucement, où est-ce qu'on peut voir vraiment, on peut apprécier toutes les textures et les plans différents. Ta vue à vol d'oiseau de la piscine avec la caméra qui monte tranquillement, le vent dans les arbres, c'était très bien réussi. J'ai adoré aussi ton dernier plan où est-ce qu'on voit toute la maison avec les arbres en premier plan, les herbes qui étaient très bien réussies à l'avant. Et à l'arrière, on voit le ciel, un peu des montagnes, tout ça. Vraiment, la composition, elle était vraiment parfaite. L'ambiance poétique, douce. La musique était très bien choisie. Donc, côté modélisation, j'ai bien aimé la piscine, le muret, la maison. C'était très bien réussi. Donc, bravo. J'espère que tu vas continuer à travailler encore dans le domaine de la 3D parce que tu as vraiment beaucoup de talent. Puis, je te souhaite une belle continuité. Puis encore, merci d'avoir participé au concours. Tu as fait de l'excellent travail. Félicitations Émilie, donc pour appuyer ce qui a été dit par Julie, eh bien tu as vraiment fait un super beau travail d'un point de vue immersif sur l'insertion. Au niveau de la modélisation et au niveau des textures, tu as un super beau travail. Le côté gestion des lumières, travail des textures annexe, l'ambiance, la gestion des couleurs, l'animation des caméras, le cadrage, la spatialisation, tout ça c'est vraiment un travail remarquable. Malheureusement, ce qui a joué en ta défaveur et qui ne t'a pas permis en fait d'avoir des points supplémentaires qui auraient pu faire une grosse différence, c'est par rapport au respect du brutalisme. On aurait préféré voir un béton brut au plus proche possible en fait de la texture originale et pas quelque chose qui fait penser peut-être à de la pierre, voire même à de l'enduit travaillé et donc à du béton coloré. Donc c'est ça qui t'a enlevé de précieux points. Pour le reste, c'est un travail remarquable, félicitations. J'espère que tu participeras aussi au défi de l'année prochaine. Merci pour ton écoute, salut. Salut Antoine, j'espère que tu vas bien. Tout d'abord, j'aimerais te féliciter d'avoir participé au défi créatif des 5. Je sais que ça représente énormément de travail, ce 1 minute de vidéo, parce que tu as fait de l'excellent travail. Donc, pour ma part, pour ce qui est de ton vidéo, j'ai tout de suite tombé sous le charme de l'histoire de papillons qui volent dans la forêt et qui découvrent une mystérieuse cité étrange aussi en béton qui enveloppe une rivière. Donc, c'était très poétique et très enchanteur, très mystérieux aussi avec l'épée au centre, l'enclume. Il y a vraiment une poésie dans tout ça. Donc, la légèreté des papillons, tout ça, viennent alléger l'aspect brut du bâtiment qui est très cubique, très carré. À ce niveau-là, côté brutalisme a été très bien respecté. J'aurais aimé toutefois voir un petit peu plus de close-up, de points de texture où est-ce qu'on voyait vraiment le béton ou la texture vraiment de près, voir
le travail à ce niveau-là. Donc, il manquait un petit peu à ce niveau-là. Donc, avoir des plans rapprochés au niveau des textures. Puis, la musique était très dynamique, donc je comprends tes plans de vue rapides, comme si on était dans une volée de papillons ou un drone, tout ça, mais j'aurais peut-être aimé des plans plus lents, qu'on puisse admirer vraiment tout ton travail, parce que des fois, j'ai l'impression que ça va un petit peu trop vite pour l'œil, puis on n'est pas capable de capter vraiment l'étendue du travail que tu as fait. Donc, mais sinon, pour le reste, côté émotionnel, côté ambiance, tout ça, vraiment, c'était génial. Le brutalisme était respecté. J'ai vraiment aimé l'originalité de la structure de béton aussi. Le fait que tu aies incorporé de la végétation au travers, ça aussi, c'était bien pensé. Donc, tu as vraiment fait du très bon travail. Je suis très, très emballée. Puis, j'espère que tu as vraiment aimé participer au concours parce que tu as vraiment beaucoup de talent. Donc, merci pour ta participation. Donc félicitations Antoine pour appuyer ce qui a déjà été dit par Julie. La faiblesse, là en l'occurrence, ça a été vraiment l'animation de la caméra qui fait que du coup on ne peut pas apprécier les textures aussi bien extérieures au béton que celles qui sont en lien avec le brutalisme. Et en même temps, eh bien, sur la gestion des lumières, on n'y retrouve pas forcément une narration qui dirige le regard dans la bonne direction. Donc il y avait peut-être un côté un petit peu plus gestion colorimétrique à retravailler de ce côté-là. Mais dans l'ensemble, c'est un très beau projet et tu es parmi les 2 personnes qui ont respecté le mieux le brutalisme parmi les 11 participants. Donc bravo, j'espère qu'on te verra l'année prochaine. Salut! C'est maintenant au tour de Sylvain que je remercie pour m'avoir fait l'honneur de sa présence. Donc Sylvain, c'est un grand passionné par les images digitales depuis son plus jeune âge. Son parcours académique a débuté par les études de commerce après un baccalauréat littéraire suivi d'une année de formation en création multimédia. Après ses études, il a passé 15 ans dans le secteur du commerce, travaillant pour des sociétés d'électronique grand public, sauf que malgré une carrière stable, eh bien, il ne trouvait aucune passion. En 2014, il décide qu'il est temps de changer de cap et de suivre sa véritable passion qui est l'infographie 3D. Il se lance alors en tant que freelance, une aventure qui dure maintenant depuis plus de 10 ans, et depuis ce jour, eh bien, il vit un plaisir quotidien animé par sa passion. En 2018, il crée une chaîne YouTube, au travers de laquelle il partage ses connaissances et son expertise. Parallèlement, il livre toujours des prestations architecturales et agit en tant que formateur indépendant. Il enseigne également la 3D dans une école d'architecture d'intérieur à Paris et transmet sa passion et son savoir-faire à des étudiants qui aspirent à devenir des professionnels du domaine. Aujourd'hui, il continue de s'investir pleinement dans cette passion avec le même enthousiasme qu'à ses débuts. Que ce soit à travers sa chaîne YouTube qui comptabilise presque 40 000 abonnés à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, ou bien au travers de ses prestations freelance et de ses cours à l'école, Sylvain s'efforce de transmettre cette passion pour les images digitales à tous ceux qu'il rencontre. Alors pour la petite anecdote, eh bien Sylvain, c'est la personne à qui j'ai acheté la toute première formation en infographie 3D et c'est grâce à ces premières formations que j'ai appris Viré pour SketchUp et que j'ai fait mon tout premier portfolio en ligne qui m'a ramené en 2018 mon tout premier client, un promoteur immobilier qui à l'heure d'aujourd'hui d'ailleurs est toujours mon plus gros client. Donc je peux considérer un peu Sylvain comme mon mentor sur Viré pour SketchUp et donc c'est un grand honneur pour moi que 6 ans plus tard, on en soit à collaborer ensemble. Je laisse donc place maintenant à sa délibération. Salut Victor, écoute, j'ai le plaisir d'avoir pu visionner ta création sur D5 Render et tout d'abord je tiens vraiment à te féliciter parce que je me rends compte que c'est vraiment beaucoup de boulot, tu as fait un sacré taf sur ce projet, c'est grand, c'est vaste, tu as un paysage, tu as une construction
massif comme ça, la scène d'entrée là, de ta vidéo est très réussie, très bonne, je trouve. On a vraiment une bonne entrée en matière. Alors peut-être pas dans le brutalisme directement, mais en tout cas dans une forme assez abrupte, elle, qui s'impose à nous. Donc quelque part, il y a une idée de brutalité sans parler encore de brutalisme. Et j'ai regardé avec attention toute la vidéo et je tiens à dire qu'il y a vraiment beaucoup de bonnes choses, notamment tes plans de caméra que je trouve assez soignés, les déplacements, les transitions qui sont simples mais lentes. Et dans lente, c'est plutôt positif, hein, que ce soit pas hyper clippé, c'est vraiment quelque chose de lent. Comme on peut s'imaginer le brutalisme, quelque chose d'assez dur, d'assez imposant, donc qui bouge pas. Et là, tes vidéos, elles bougent pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on avance doucement dedans et c'est assez agréable. On a donc des plans de caméra diverses. On monte un peu dans ce que je pense être un ascenseur de verre. L'idée du musée en elle-même. Alors, moi, c'est vrai que je suis plus à regarder le côté technique que l'idée que tu as eu de faire ce musée. Mais je trouve l'idée très bonne parce que ça te permet justement de mettre plein de choses liées au brutalisme à l'intérieur. Autre chose que j'ai noté et qui est assez... ça te donne une direction artistique très forte à ta vidéo, c'est le côté presque noir et blanc en fait. On n'a presque pas de couleur, donc ça reste très... évidemment, c'est pas noir et blanc, mais on est sur des tonalités grises. Ce qui rappelle donc le béton, ce qui nous rapproche du brutalisme, du coup, de cette matière qui représente vraiment le brutalisme. Donc je trouve que ça c'est bien vu, d'avoir fait quelque chose de noir et blanc, de presque noir et blanc, plus ces plans de caméra, plus la lenteur un petit peu du truc. Je trouve l'atmosphère très réussie, le vent des bulles qui nous rappelle un petit peu peut-être, on pense à une espèce de temps assez rude dehors, donc c'est pareil, hein, on n'est pas là pour rigoler, quoi. On est dans un environnement qui est brutal, ou en tout cas qui est hostile. Il y a des petits trucs, je pense, que tu aurais pu améliorer, évidemment. Il y a certains passages dans la vidéo où on voit bien la matière béton qui ressort, on voit des matériaux assez marqués. Et puis un peu plus souvent dans la vidéo, les matériaux sont un peu plus lisses, où on les voit moins, on a l'impression que ce sont des aplats, ou sont moins travaillés. Donc je pense que pour améliorer ce travail-là, pour vraiment jouer sur le béton, qui est la matière phare du brutalisme, il va falloir le mettre un peu à toutes les sauces et peut-être le travailler un peu plus en termes de finesse. Alors ça passe par le choix de textures peut-être avec des plus grandes résolutions, des textures PBR assez bien fichues, mais je dirais que pour moi c'est la seule chose que je verrais vraiment vraiment améliorer, parce que j'ai vu que tu avais testé aussi les fonctionnalités de dessin, la pluie, la profondeur de champ, essayer de jouer avec. Donc là, c'est essayer de jouer un petit peu avec tous les paramètres. Alors on n'est pas toujours obligé de mettre tout, évidemment, ce que le logiciel peut faire, mais c'est plutôt adapté. J'ai vu qu'à la fin, tu t'es même fait plaisir avec un petit peu de précipitation, voilà. J'ai pas plus de choses à te dire, je te félicite encore une fois pour ton travail et je t'invite à continuer et à pas lâcher ce logiciel qui est un très bon logiciel et à t'intéresser à la 3D en général. Je sais pas du tout où t'en es dans ton apprentissage, mais en tout cas, je trouve le boulot très bon et je t'invite à continuer. Ciao. Félicitations Victor, il y a vraiment un beau travail de recherche. On sent vraiment que tu as essayé de respecter au mieux possible le brutalisme. Ce qui finalement t'a fait perdre un maximum de points, c'est à la fois la gestion du travail des matériaux du béton sur la façade extérieure et sur l'aspect en fait des blocs de béton avec les joints tels que ça a été montré au travers de la flèche. Ça manque à la fois de couleur, de chaleur, on est sur quelque chose de monotone, de triste, de froid. Donc finalement ça respecte pas et en fait tu te perds et tu t'éloignes de la thématique du défi créatif qui était le mariage entre la froideur du béton puis la chaleur d'un environnement organique. Tu as essayé de le faire au travers de certains végétaux en interne, mais ça manquait réellement d'une insertion paysagère plus immersive, plus proche de la nature, telle que ça a été présenté dans le poème. Donc voilà les raisons pour lesquelles tu as perdu des points. C'est dommage parce que ça aurait pu faire une nette différence sur la balance. Reste que c'est un excellent travail, félicitations pour ton travail de titan. On espère te revoir l'année prochaine également. Merci pour ton écoute. Salut.
Salut Benjamin, écoute, je viens de visionner plusieurs fois ton travail sur D5 Render pour pouvoir te donner mon avis dessus, donc un avis, essayer d'avoir un avis un petit peu construit, quoi. Ben d'abord, je tiens à te féliciter parce que c'est beaucoup de boulot de faire une vidéo de cette longueur-là, d'avoir modélisé tout ça, d'avoir donné vie à ton projet dans D5, donc déjà félicitations. Et je vais te dire tout ce qui m'a plu et tout ce qui, d'après moi, pourrait peut-être être amélioré, mais en même temps, ce sera que mon ressenti à moi. Mais je te donnerai ce ressenti du coup. J'ai beaucoup aimé la vie que tu as essayé de donner à ton projet, c'est-à-dire tu as essayé de mettre beaucoup de végétation, de mettre de l'eau, des effets sur l'eau, de mettre un ciel dans lequel il se passe aussi quelque chose, voilà, de mettre du vent dans les arbres, etc. Donc de la vie en général dedans. Tu as joué le côté, j'ai l'impression, couleur, c'est-à-dire que t'as pas désaturé l'image, c'est quelque chose d'assez assez saturé finalement. On voit les couleurs justement de la végétation qui est assez forte, assez puissante, quoi. Même les différents effets, il y a des couleurs assez fortes dans ton projet. Alors ça, je sais pas si c'est bien ou pas bien, c'est juste quelque chose que je constate. Hein, t'as pas joué la désaturation comme j'ai pu voir sur d'autres vidéos. Ta construction, ton bâtiment lui-même est très brut, justement. Alors, je parle pas encore de brutalisme, mais il est très brut, c'est-à-dire qu'il a des formes brutes. Et ça, c'est un peu l'idée que je me faisais du thème, donc c'est plutôt bien respecté. Et puis sur ce qui pourrait peut-être être amélioré, à mon avis, c'est principalement le cheminement de ta caméra entre le début et la fin. Tu as créé un monde complet, tu as créé ton bâtiment avec plein de vie tout autour. Et puis après, pour faire passer la caméra, c'est-à-dire pour raconter un petit peu ton projet, là, c'est un petit peu plus décousu, je trouve. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tu as fait des rushs, tu as fait des rendus, plusieurs petits rendus, plusieurs travelling d'un sens, dans un autre, une petite balade. Tu t'es retrouvé avec plein de rushs et puis que tu as été peut-être pas su comment, dans quel sens les monter. Et ça, malheureusement, ça arrive souvent. C'est-à-dire que, moi, le premier, c'est que si je réfléchis pas bien avant à quelle histoire je veux raconter avec ma vidéo, je me retrouve avec des petits bouts qui sont difficiles à assembler l'un avec l'autre. Donc je dirais que principalement, ça serait bien de penser à ça, d'essayer de faire en sorte que les choses s'articulent bien pour qu'on suive une espèce de découverte, comme une histoire, comme si on racontait l'histoire de ce lieu, quoi. Les matériaux aussi, alors les matériaux, tu as utilisé le béton, on voit bien le béton sur la construction et tout ça. Il est assez, je pense que c'est des matériaux de la bibliothèque de D5. Tu peux toujours améliorer ça en allant chercher des matériaux PBR, des matériaux un petit peu plus puissants, on va dire, un petit peu avec des maps de meilleure résolution bien souvent, et qui permettent d'avoir un rendu avec plus de définition sur les matériaux. Pour ma part, c'est les deux choses que je vois principalement, donc cette histoire de caméra. Et encore une fois, je sais pas où t'en es dans ton apprentissage de D5 Render et de la 3D en général, mais je trouve que le travail que tu as fourni est quand même assez étonnant, quoi. Il y a beaucoup de choses, donc tu as dû y passer beaucoup de temps. Je t'encourage vraiment à continuer avec ce logiciel, et puis dans la 3D en général, à continuer ton apprentissage du graphisme, de la vidéo, de raconter des choses avec des matériaux, etc. Moi, ça me passionne, et je sens que à travers ton travail, toi aussi, tu as un grand intérêt pour ça, donc je t'encourage à continuer, et je te dis à très bientôt. Félicitations Benjamin. Donc par rapport en fait à ta faiblesse principale, comme l'a dit Sylvain, c'est qu'on a un petit côté décousu par rapport au plan, aux séquences, tout ça. Au niveau de la gestion des couleurs, pareil, c'est très saturé, trop saturé à notre goût. Et donc, peut-être que des fois, ça peut être intéressant d'harmoniser parce qu'on a des fois certaines teintes qui sont un peu désaturées et d'autres qui sont très saturées. Donc, on n'arrive pas à trouver un équilibre. Soit on va vers une direction artistique volontairement très saturée, soit volontairement très désaturée. Mais le mix des deux, ça donne une impression en fait de mauvaise gestion de certains matériaux et de certaines couleurs ou colorimétrie en post-production. Donc voilà, après, c'était aussi par rapport à l'animation des caméras, une petite faiblesse de ce côté-là qui fait que on n'a pas pu profiter à la fois d'une belle spatialisation, d'un beau cadrage et puis d'un beau storytelling en fait par rapport au déplacement des caméras. Donc comme l'a dit Sylvain, c'est un très gros travail, félicitations à toi, on sent qu'il y a vraiment une recherche. On espère te revoir l'année prochaine, merci pour ton écoute, salut. C'est maintenant au tour de Julien. Donc il faut savoir que Julien, c'est la personne qui m'a initié le plus profondément à la 3D. Donc je te parlais de Sylvain au
travers duquel j'ai appris viré pour SketchUp, sauf que c'était sur une petite formation avec un nombre d'heures restreint. Parallèlement à ça, on se retrouve toujours confronté à ses propres problèmes techniques, ses questionnements, lorsque comme moi on n'y connaît rien en infographie 3D. C'est Julien qui m'a guidé sur les fondamentaux et les piliers du domaine. Donc Julien, en fait, il est spécialisé dans les effets spéciaux pour le cinéma, les séries et la publicité, et il travaille principalement sur le logiciel Houdini, qui, comme beaucoup le savent, est un puissant fond d'apprentissage. Donc il est passionné par les effets spéciaux depuis son enfance, à une époque où le maquillage et l'animatromique dominaient. C'est un rêve qui lui semblait inatteignable en raison du coût élevé des écoles spécialisées. Son parcours, très atypique, commence par des études traditionnelles avant de se diriger vers le théâtre et le cirque, tout en effectuant des emplois divers en intérim. Par la suite, Julien entre dans le secteur du commerce où un accident de travail change le cours de sa vie. Contraint de poursuivre son parcours en fauteuil roulant, il exerce pendant près de 10 ans dans la conception 3D et la vente de cuisine, en attendant une résolution judiciaire pour envisager la suite. Cette suite arrive avec une volonté de reconversion vers un métier qui fait davantage sens pour lui, alliant technologie et art. Il recherche un métier qui nourrit à la fois sa curiosité quotidienne pour les phénomènes naturels et physiques, comme le fonctionnement d'un canon, la fumée produite par une voiture en drift, ou encore une explosion de carburant ou atomique. Julien se forme à l'école Objectif 3D sur Montpellier pendant 4 ans, où il apprend à maîtriser divers logiciels comme Maya, Nuke, Photoshop, Houdini et bien d'autres, une fois que son choix s'est arrêté sur le métier d'artiste FX. Devenu freelance après une première expérience chez Digital District, il enchaîne presque 2 ans de collaboration continue avec l'entreprise Light, travaillant sur des publicités, des films et des séries. Pour la petite parenthèse, il a travaillé sur plusieurs séries qui sont sur Netflix ou autres, comme par exemple en tant que petite main sur John Wick 4. Suite à la récente période de grève aux États-Unis ayant ralenti les commandes en France et en Europe, Julien se consacre ces derniers temps à des projets personnels et à des formations pour maintenir et approfondir ses compétences. Pour lui, les métiers de la 3D sont des métiers de passion où l'apprentissage est continu. Pour lui, ces professions demandent une connaissance technique, une compréhension générale du monde, ainsi qu'une remise en question constante pour son propre travail avec un esprit d'entraide et de partage. Je vais donc maintenant laisser place à sa délibération. Salut Ronan, d'abord félicitations pour le travail accompli et la richesse de ta proposition. Je vais essayer de venir appuyer sur vraiment des petits détails parce que de manière générale l'ensemble est déjà très qualitatif. Donc pour le brutalisme est bien présent tout au long de la vidéo. On commence en appréciant d'abord l'architecture extérieure de l'entrée avec la surface en béton brut. Attention peut-être à pas trop mettre de displays ou d'effets sur les surfaces extérieures pour vraiment garder le côté brut du brutalisme. On a quelques plans qui, même s'ils sont très bien réalisés, mettent en valeur un peu plus l'environnement que le brutalisme du bâtiment. Je pense notamment au léger travelling dans le salon vers l'étang extérieur. On aurait pu aussi avoir un parti pris encore plus osé, par exemple, sur l'intérieur autour du brutalisme. Amener des éléments de décor comme des fauteuils, des tables en béton ou même pousser le curseur au niveau des géométries de la pièce avec des murs ou des encadrements plus riches en formes géométriques, en matière béton, etc. On retrouve cette richesse de forme avec l'extérieur du bâtiment sur cet aspect un peu brutaliste avec les imbriquements de pièces géométriques séparées et pourtant liées ensemble. Donc ça reste une très belle œuvre et bravo pour ça. La gestion des lumières et le travail des textures est maîtrisé, hein. Attention toutefois à pas laisser un peu trop d'espace dans l'image, des fois noire, quitte à venir indépendamment les rééclairer très légèrement pour pouvoir venir surligner les formes. Je pense par exemple justement au fauteuil qui est à gauche dans le salon qui donne sur l'étang, où le fauteuil est assez sombre. On ne devine pas vraiment la forme du fauteuil, c'est un peu trop sombre.
Il y a quelques autres endroits aussi dans d'autres passages où des fois c'est un tout petit peu trop sombre. Ces passages-là, tu peux venir juste les rééclairer très très légèrement. Attention aussi à essayer d'accorder le même souci de détail du coup sur les textures à chacun des éléments. Sur la roughness, vraiment l'aspect extérieur qui va venir jouer un peu avec la lumière. Je pense notamment à certains matériaux comme le bois ou le tissu. Donc pour l'aspect émotionnel, on a une belle gestion des couleurs de manière générale. On a beaucoup de vie aussi qui est amenée par les éléments extérieurs. Je pense surtout aux oiseaux, aux lapins au tout début aussi, que j'aime beaucoup. Tous les éléments de végétation qui sont en mouvement. On a la brume, la musique qui vient accompagner aussi le cheminement dans la maison avec la caméra et tout. Le temps qui passe aussi, qu'on a sur un plan rapproché intérieur. Pour la composition graphique, les animations de caméra sont réussies, elles amènent au voyage en entrant puis en sortant du logement. On a vraiment une recherche aussi de cadrage qui est aboutie. Le petit détail qu'on aurait pu ajouter serait peut-être quelques plans que tu aurais pu faire en contre-plongée pour magnifier encore plus l'extérieur de ton bâtiment et son aspect brutaliste justement. Pour un tout petit peu moins avoir cet effet un peu je vends cette maison si elle vous intéresse. Ce qui fonctionne très bien, hein. On a envie de l'acheter la maison, mais du coup avec des plans un peu en contre-plongée, t'aurais pu vraiment magnifier encore plus l'extérieur et lui donner encore cet aspect un peu plus massif et imposant. Mais bon, encore une fois, c'est un petit détail. Dans l'ensemble, c'est très bien réussi, c'est une très belle œuvre et encore félicitations à toi. Félicitations Ronan, déjà d'une part parce que tu es celui qui a bénéficié en fait du vote du public. Ça t'a apporté les 5 points supplémentaires. Pour ce qui est du brutalisme, on est clairement sur la thématique. D'un point de vue de l'aspect émotionnel, on est dedans. Pour ce qui est de l'animation de la caméra, la spatialisation, c'est aussi du très bon travail. Pour appuyer ce qui a été dit par Julien, on aurait pu avoir quelque chose de beaucoup plus prédominant, imposant, avec des vues en contre-plongée. Ça manquait de vues en contre-plongée. Tu en as fait une justement avec le débord par rapport à l'arcade, à la marquise. Ça aurait pu être intéressant de jouer un petit peu plus avec ça pour un côté plus massif sur ta belle modélisation. La gestion des lumières aussi aurait pu être en effet mieux travaillée. C'est ce qui a été ta faiblesse. Par exemple, comme l'a dit Julien, sur la volumétrie du fauteuil, tu vois, tu aurais pu apporter peut-être une rim light ou une fill light pour venir détacher en fait le fauteuil de l'arrière-plan. Et ça a été le cas en fait sur plusieurs parties de ton image. Donc un côté trop obscur à certaines zones. Donc bravo encore pour cet ensemble de travail. On espère te revoir sur le défi l'année prochaine. Merci pour ton écoute. Salut. Salut Katia, félicitations pour le travail accompli et ta participation au concours des 5 renders. Donc on a un respect du brutalisme pour le bâtiment, on devine l'aspect brut de la texture de celui-ci. On a quelques jeux de formes géométriques, même si j'aurais aimé en avoir beaucoup plus au niveau de la structure du bâtiment même. De ce fait, le brutalisme est présent, mais attention à pas faire trop de hors-sujet comme les 15 premières secondes, où on a vraiment ce fil d'eau et où on voit pas du tout de bâtiment. Ou alors sinon, à ce moment-là, tu le fais en mettant vraiment en évidence le bâtiment juste derrière. On sent la volonté de jouer avec les différentes lumières de la journée, mais attention parce que ça peut être aussi un piège. En général, c'est préférable de choisir plutôt une heure dans la journée et tu composes ensuite autour de celle-ci en venant relighter certains éléments pour pouvoir aussi les mettre en valeur, additionner au cadrage ou au mouvement de caméra par exemple. Pour le travail des textures, on sent aussi la volonté de mixer du béton et des aspects bois et verre. Mais comme on n'a pas vraiment de plan rapproché dessus, on peut pas vraiment en profiter. Ça c'est un peu dommage.
Voilà. Ensuite, pour l'aspect émotionnel, même si les premières secondes ne concernent pas le brutalisme, elles amènent un peu de vie à ta scène. On a les papillons, le petit cours d'eau, la cascade. On a aussi la présence du personnage à la fin qui est sur la terrasse. On a les couleurs un peu saturées et variées durant ces secondes-là, les premières secondes justement, et puis il y a une volonté après de mixer des coloris de bois, béton et de végétation avec le bâtiment. En composition graphique, les mouvements de caméra sont pas assez maîtrisés. Il y a trop de mouvements un peu libres avec la caméra, qui semblent même être un peu hors de contrôle de temps en temps. Ça rejoint un peu le cadrage et la spatialisation, pardon, où c'est important de réfléchir en amont à tes déplacements et aux éléments que tu veux cadrer. On aurait pu avoir, par exemple, un peu plus de plans rapprochés pour mettre en valeur un peu tes matériaux, ou alors avoir des travelling ou des contre-plongées pour mettre en valeur certains éléments de l'architecture. Mais bon, encore une fois, ça, c'est des choses que tu pourras améliorer aussi avec le temps. Donc du coup, en conclusion, ça reste un travail vraiment honorable pour quelqu'un qui apprend des 50 heures et aussi qui a un PC limité en ressources. Hein. J'ai vu le message que tu avais fait concernant ton PC. Donc il y a vraiment pas à rougir du résultat. Au contraire, faut continuer à travailler et à produire, quoi. Donc voilà. Encore félicitations et à bientôt. Félicitations Katia pour ta participation. Donc pour appuyer ce qui a été dit par Julien, il manque de maîtrise par rapport en fait au déplacement de la caméra, à la spatialisation et au cadrage. Et je pense que c'est ça en fait qui a été ta plus grosse faiblesse. Pour ce qui est finalement de la gestion des lumières, le travail des textures, aussi c'est perfectible de ce côté-là, bien que on prend en considération que tu n'avais pas un environnement informatique qui était propice à travailler tout ça, en sachant que tu découvrais des 50 heures, tu as tous nos encouragements. Pour ce qui est du brutalisme, c'est quand même relativement proche, parce qu'on a des structures quand même qui sont relativement cubiques, on a quand même un travail du béton avec des blocs de béton. Ça aurait pu être plus rugueux, plus austère, moins travaillé, mais dans l'ensemble, par rapport à d'autres participants, tu l'as bien respecté. Ça a été ta force. Ensuite, l'aspect émotionnel, on sent qu'il y a de la musique derrière avec des violons, que tu as voulu rechercher quelque chose avec la fontaine, et c'est un beau travail dans l'ensemble. Donc j'espère que tu participeras au défi de l'année prochaine. Merci pour ton écoute. Salut. Et enfin, j'ai le plaisir de clôturer la présentation du jury par Yannick, que j'avais à cœur qu'il fasse partie également du jury, parce que finalement, au fur et à mesure de ma progression depuis 2018, j'ai partagé sur divers groupes, sur divers forums, dont un groupe au travers duquel Yannick est administrateur. Et donc sa bienveillance, ses critiques constructives, ses conseils et axes d'amélioration m'ont beaucoup aidé, inspiré et aident aussi un grand nombre de personnes. Et c'est justement parce qu'on ressent son envie de partager la passion avec bienveillance que j'ai eu envie de lui faire cette proposition de collaboration. Donc pour la présentation, Yannick découvre le monde de la 3D en 2006 avec le logiciel Cinema 4D. Fasciné par les possibilités incroyables offertes par cette technologie, il investit dans les livres et des revues spécialisées et suit un grand nombre de tutoriels en autodidacte pour approfondir ses connaissances. En 2008, il est instinctivement attiré par l'architecture comme un aimant. Depuis, il n'a cessé de se perfectionner, toujours à la recherche de nouveaux conseils et astuces pour améliorer ses compétences. Il utilise une large gamme de logiciels 3D comme Cinema 4D, Lumion, SketchUp, Corona, V-Ray et Twinmotion qui lui permettent de créer des rendus impressionnants. Pour ses travaux 3D, il s'appuie sur des outils comme Photoshop, Illustrator, After Effects et Logic Pro X. Au cours de sa carrière, Yannick a eu le privilège de collaborer avec des clients prestigieux tels que TF1, Urban Cube pour Imagine Engers, Tele Architect ainsi que son ami Vincent Lassalle, ainsi que plusieurs autres entreprises de renom. Pour affiner ses compétences, Yannick a suivi la formation connue 5SRW pour V-Ray, qui a grandement contribué à améliorer la qualité de ses rendus 3D. En parallèle, il est devenu l'un des administrateurs du groupe Archigraphiste, qui compte à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo-là plus de 16 000 membres. Cette communauté dynamique lui permet de partager sa passion et son expertise. Il occupe également le poste de vice-président de l'association Archigraphiste et a été membre du jury de la MJM de Nantes en 2019. Parisien dans l'âme, Yannick s'investit pleinement dans son environnement, dans les groupes de forums actifs ainsi que dans divers domaines de la 3D. Animé par la même passion et le même enthousiasme qu'à ses débuts, il s'efforce de repousser les limites de la création architecturale dans sa quête de la perfection. Et donc voilà tout, maintenant je vais laisser place à sa délibération, puis on terminera ensuite par la présentation du gagnant.
Bonjour Jocelyn, je tiens à te remercier dans un premier temps pour ta participation au défi créatif des 5 grandeurs. Donc j'ai mes petites notes sous mes yeux. Donc ce que j'aime beaucoup, c'est le cadrage en général très réussi, surtout sur toutes les trames, du début jusqu'à la fin de la vidéo, notamment l'image de fin que je trouve vraiment belle. L'atmosphère aussi qui se dégage, vraiment bien gérée. Les décors naturels aussi, que tu as bien géré également. Avec le petit renard là, le moment sympa avec le petit renard, avec le cadrage, tout ça. On voit le bâtiment dans le fond, je trouve que c'est assez subtil dans la recherche. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est l'idée du ponton au début, à l'amorce de la vidéo, qui nous invite à découvrir l'habitation qui se trouve tout en haut niché au niveau de la falaise. Je trouve ça vraiment, je trouve que c'est une très bonne idée de base. À mon humble avis, ce qui manque, c'est le brutalisme en lui-même en fait. Je trouve qu'il n'est pas assez présent, pas assez marqué, notamment sur l'habitation. On voit que on peut prendre, on va dire 80%, c'est du matériau vert et ce qu'on aurait souhaité, c'est justement avoir plutôt du béton qui représente le brutalisme de base, quasiment omniprésent. Là, on a vraiment cette façade en verre qui vient un petit peu, pas effacer, mais occulter un petit peu le brutalisme dans sa généralité. Il faudrait peut-être apporter un soin, une attention peut-être plus précise sur les matériaux, notamment le métal. Le béton était sympa aussi, je trouve qu'il y avait une belle couleur, belle matérialité. Mais je trouve qu'il y a moyen de creuser dans les textures. Et puis, ce que je disais au début de vidéo, c'est que j'aime beaucoup l'image de fin qui est vraiment très belle. Une belle atmosphère, donc dans tous les cas, bravo. Et puis, je t'encourage à continuer dans cet élan. Salut! Félicitations à toi Jocelyn, ton projet est extrêmement beau d'un point de vue en fait de la gestion des couleurs de la vie, donc d'un point de vue émotionnel, on a vraiment quelque chose qui se passe. En revanche, d'un point de vue du brutalisme à proprement parler, le métal chromé, ça en fait pas partie. En réalité, les rochers, la falaise, tout ça, ça n'a pas un lien direct avec le brutalisme. Mais ce que veut dire Yannick, étant donné que ta structure architecturale est quand même relativement petite, en fait, comme il l'a dit, ça prend 80% environ de la structure globale. On a beaucoup de vitres. Donc le vitrage, l'aspect vitré, c'est possible dans le brutalisme, mais par rapport à ton projet, il y en a trop. Finalement, tu avais fait une belle texture de béton à la base. Si tu avais récupéré cette texture-là et que tu l'avais créée en fait sur l'ensemble, tu aurais gagné nettement plus de points sur l'aspect en fait du respect du brutalisme. Pour le reste, c'est un super beau travail. Félicitations à toi. On espère te revoir l'année prochaine. Merci pour ton écoute. Salut. Bonjour Pauline, je tiens dans un premier temps à te remercier pour ta participation au défi créatif des 5 grandeurs. J'ai pris quelques notes forcément pour essayer d'évaluer le travail. Moi je trouve ça vraiment bien, vraiment très très bien, en tout point. Donc le brutalisme pour moi est vraiment présent tout au long de la vidéo. Ça c'est très important. Donc ça s'intègre bien dans le cahier des charges. Il y a beaucoup de soins aussi apportés aux matériaux, notamment aux détails, au souci du détail dans les scènes généralement.
Je trouve ça très important. L'éclairage aussi est très précis. La recherche de l'éclairage dans les scènes. Le côté subtil des spots, le bon angle pour les rayons de soleil. Enfin, l'éclairage, dans sa globalité, je trouve qu'il est vraiment très, très, très réussi. Les mouvements de caméra aussi sont, pour moi, très, très, très recherchés. Très précis également. Je trouve que, notamment, certains travelling sont très, 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 très cinématiques. J'aime beaucoup ce travail-là, donc je trouve que c'est vraiment... on sent une certaine maîtrise de la gestion des caméras dans l'ensemble. Ce que j'aime beaucoup, c'est aussi la petite touche de poésie que tu as apportée, notamment dans certaines scènes. Le petit oiseau bleu, notamment qui est présent dans une des scènes, justement, je trouve... qui apporte beaucoup de charme à l'image, beaucoup de douceur et beaucoup de charme, beaucoup de poésie. Et je trouve aussi que l'animation en général est vraiment très 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 réussie. La petite touche musicale qui vient vraiment habiller subtilement l'ensemble du travail, je trouve ça vraiment remarquable. Donc bravo. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié ton travail. Voilà, à bientôt. Félicitations Pauline, c'est un travail remarquable. J'appuie aussi ce qui a été dit par Yannick. En réalité, ça a été très difficile pour nous de statuer parce que t'as été pas loin, mais alors vraiment pas loin d'avoir plus de points que ça. Et ça aurait pu faire une grosse différence par rapport à la délibération finale sur le podium. Parce que finalement, les formes étaient là. La force était là, la dominance aussi aurait pu être là. En fait, la présence est souvent intrinsèquement liée au respect du style. Ça a un impact aussi sur la présence parce que il faut ressentir le côté brut, le côté caractériel du béton. Ici, il a été teinté, façonné. On a quelque chose qui fait parfois penser plus à de l'enduit, voire même des fois à de la pierre, des blocs de pierre. Ça aurait été intéressant, comme ton muret, en fait, de récupérer cette teinte grisâtre et de la mettre en avant. Mais des variations de gris, peut-être même salies, des imperfections comme de la pluie, de la salissure, un genre de remontée d'humidité par capillarité ou des choses comme ça, mais ça manquait le côté un petit peu rustique. Merci pour ton écoute, on espère te revoir l'année prochaine. Salut. Donc voilà tout, j'espère que tu as pris du plaisir à découvrir le jury et que tu as aimé la délibération, ainsi que toutes les petites animations que je me suis amusé à faire en parallèle pour illustrer justement leurs propos. Pour t'énumérer les 3 derniers projets restants, je tiens à faire une petite parenthèse. Étant donné qu'il y aurait dû avoir uniquement 10 projets de mis en avant au travers de la sélection et qu'il y a 11 participants, eh bien je ne trouvais pas éthique ni même respectueux de mettre un participant de côté. Donc si par exemple pour le défi créatif 2025, on se retrouve avec une vingtaine de participants, là c'est ok, on fera que 10 délibérations. Mais là, étant donné qu'on avait 11 participants pour 10 délibérations de prévues, je me suis dit que j'allais en prendre une en plus à ma charge pour éviter que ce soit additionné de façon, on va dire, non équilibrée à un des membres du jury comme ça aléatoirement. Et puis voilà, donc nous on se retrouve tout de suite pour la délibération des 3 derniers projets. Ensuite, je te ferai un petit mot de la fin pour te présenter également le gagnant et je te laisserai apprécier son interview d'une 50aine de minutes. Salut Miguel, alors pour commencer, je te félicite pour ton superbe travail et puis je te remercie aussi pour ta participation au défi des 5 rendeurs. Donc avant de commencer, je tiens à te féliciter particulièrement pour la beauté de la réalisation de ton travail en matière de brutalisme. Tu es parmi en fait les 2 personnes qui ont eu la plus haute cotation d'un point de vue du respect du style architectural et puis en fait de l'esprit autour du brutalisme. Donc bravo par rapport à ça. C'est un travail remarquable aussi bien d'un point de vue de la modélisation parce qu'on retrouve en fait la présence prédominante du béton. On a vraiment le côté colossal et dominant en fait des bâtiments.
vraiment. D'un point de vue de la modélisation, c'est vraiment très bien travaillé. Tu as su respecter la texture du béton. On voit sur certaines zones en fait de ta représentation 3D des particularités sur les textures, notamment ici au niveau du matériau. On sent vraiment bien en fait le côté réflexion. Ici, on a la rugosité. On ressent aussi ce côté en fait brut. Par contre, ici, peut-être à un moment donné, j'aurais bien voulu voir des joints plus marqués ou un côté un petit peu moins, comment je pourrais dire, tapisserie ou papier peint. Donc, c'est surtout une question de gestion en fait de la normale, de la lumière, de l'éclairage en fait du bump par rapport à ça. Je sais que sur D5 Render, à l'heure à laquelle je fais cet enregistrement-là, en fait, c'était un displacement parallaxe, ce qui fait que ça ne sort pas tout à fait bien en fonction de l'angle de la caméra, jusqu'à ce qui nous permet en fait d'avoir une réelle displacement. Le bump ou la normale, puisque le bump fonctionne aussi dans le slow de la normale, fonctionnera très bien. Donc, n'hésite pas des fois à mettre des cartes en noir et blanc en fait dans le slow de la normale sur D5 Render, ça marche bien. Donc, pour ce qui est de la présence du brutalisme, là on a vu le respect du style. Au niveau de la présence, je trouve qu'il est vraiment très prédominant aussi au niveau de la scène. Donc ça, c'était un des critères décisifs par rapport à la notation qu'on verra aussi par la suite. Et donc ça, tu l'as très bien respecté. On retrouve aussi des plans de caméra qui sont très bien positionnés pour mettre en avant en fait le côté prédominant. On a des belles contre-plongées, donc c'était vraiment un choix judicieux à mon sens. Donc moi, je te donne par rapport à ma vision, ça engage que moi, je suis pas non plus un expert dans la thématique du brutalisme, mais au moins je trouvais que ça respectait en fait la vision que j'en avais du concours. Donc pour ce qui est en fait de la partie entre guillemets photoréaliste, bien que c'est pas quelque chose en fait qui va être pénalisant en soi parce que je voulais que ce soit orienté débutant, je faisais quand même attention à tout ce qui va être en lien avec l'approche du lighting, donc on va dire l'éclairage global, et aussi bien le travail des textures, donc pas forcément le travail des textures de béton, mais aussi les autres. Donc pour ce qui est des points forts de l'éclairage, eh bien je trouve qu'il y a une belle narration. Tu as vraiment un côté storytelling en fait d'éclairage graphique qui m'a beaucoup parlé. Donc c'est vraiment propre à ma personnalité puis à mes goûts personnels, mais moi j'ai beaucoup aimé en fait ta présentation. Il y a un côté aussi temporalité avec le fait que tu laisses le soleil par exemple entrer à certains moments. C'est aussi en harmonie avec les travelling, c'est-à-dire les déplacements de caméra qui aussi ont tendance à valoriser la structure architecturale, donc ça c'est quand même un bon point. Le seul petit bémol que je pourrais ajouter, c'est que, et ça c'est aussi une faiblesse de D5 Render, donc c'est aussi quelque chose qu'il faut apprendre à paramétrer avec lui, c'est qu'il a tendance à trop surexposer, à mettre une exposition un petit peu trop prédominante, un petit peu trop forcée. Et donc pour arriver à contrer ça, souvent moi quelque chose que je recommande, eh bien c'est de désactiver ce petit paramètre-là en fait, qui est en fait l'exposition automatique, et de toujours travailler, surtout d'un point de vue de la vidéo, parce que quand on fait des visites virtuelles en intérieur, on peut avoir des changements d'exposition abrupts d'une pièce à l'autre, ce qui peut donner en fait un côté flashback comme ça, un petit peu choquant. Donc attention à bien décocher ça et toujours sous-exposer, parce que ça permet en fait de ne pas avoir des textures qu'on appelle cramées, brûlées, donc perdre des informations, même si maintenant avec les intelligences artificielles on est capable de régénérer ça très rapidement. Bien, en vidéo on est encore un peu limité ce côté-là, donc il faut arriver à, après peut-être en post-production en temps réel, comme par exemple avec le tone mapping pour élever certains niveaux par rapport au spectre de couleurs, les hausses lumières, les basses lumières, puis peut-être un peu jouer avec les contrastes, compresser les hauts, les bas, parce que c'est possible de le faire avec D5 de façon localisée. Et ensuite, donc pas toucher son exposition. Souvent l'exposition, ce que je recommande, c'est de se baser sur les nuages, utiliser les nuages en fait paramétriques de D5 Render, parce qu'on a plusieurs variations de blanc et de gris. Et quand tu sais qu'au niveau de l'exposition, on retrouve toutes ces variations dans les nuages, tu sais que tu es bien exposé. Ensuite, ce sera surtout un travail avec les textures, ou alors avec ce fameux tone mapping, c'est-à-dire la colorimétrie en temps réel, donc pour éviter de passer par un logiciel de traitement d'image comme Lightroom ou Photoshop. Donc juste ce petit bémol là, du fait que tu as des lumières, en fait des hautes lumières qui sont un petit peu trop surexposées, ce qui fait qu'on casse un peu au niveau de la profondeur, on perd aussi peut-être la finesse et puis le contraste de certains de tes matériaux qui sont extrêmement beaux. Donc ça, c'était pour moi le côté un petit peu faiblesse de ta représentation. Pour le travail des textures, bon, on est quand même globalement à 80% du temps sur une texture de béton puisque tu l'as vraiment très bien valorisé, donc on ne peut pas trop s'attarder sur le point des autres textures. Reste que c'est très bien travaillé dans l'ensemble et surtout que c'est quand même un défi qui est orienté débutant. Donc vraiment très beau, très bon niveau ce côté-là et j'ai beaucoup aimé. Par rapport à l'aspect émotionnel, il faut savoir que c'est quelque chose qui pour moi est extrêmement important. Je le place même de façon aussi importante au même titre que le brutalisme. Parce que l'idée c'est d'arriver à jumeler en fait le côté froid et austère du béton brut et l'amener en fait sur quelque chose de poétique avec la chaleur par exemple des végétaux, de la vie, des choses comme ça, un petit côté organique. Donc l'idée par rapport au poème de la feuille de route que j'avais mis en avant, c'est d'arriver à créer une harmonie soit avec un mouvement de caméra qui mettait en valeur le bâtiment et qui faisait une petite danse avec la nature, des choses comme ça. Donc vraiment l'intégration d'un bâtiment
brut, froid, austère, du béton, au sein de quelque chose d'organique et chaleureux et poétique. Donc c'était vraiment ça que je regardais par rapport à tout l'ensemble des projets qui ont été proposés par les participants. Et de ce côté-là, pareil, j'ai trouvé qu'il manquait un petit peu de poésie. Alors on retrouve le côté chaleureux avec justement en fait l'animation du soleil. Je vois que tu as aussi essayé de meubler la chose, ça c'est très bien parce que franchement d'un point de vue en fait de l'aménagement, moi c'est pas ma spécialisation donc j'aurais pas la prétention de me positionner par rapport à ça. Julie par exemple sera plus spécialisée que moi, mais j'ai trouvé que ça me parlait beaucoup, tu vois. Il y avait un petit côté étude par rapport à ça. Il y a aussi l'aspect de la vie, j'ai vu que tu as voulu créer une cohérence, une poésie, un storytelling, une histoire en fait par rapport à ça que les personnages, par rapport aussi à la façon dont tu prédisposes les plans de caméra. Donc ça fonctionne plutôt bien. Par contre, moi, ce qui m'a dérangé, et puis ça n'engage que moi, mais c'est le côté personnage non animé avec personnage animé. J'aurais trouvé intéressant de mettre peut-être que des personnages non animés, peut-être même avec une texture de béton, voire des silhouettes un peu style maquette ou des choses comme ça, plutôt que trouver des personnages qui s'animent et qui sont en train de marcher sur le bord en fait du bâtiment. Puis quand tu rentres à l'intérieur, la personne en fait qui t'accueille, au niveau de l'accueil, j'aurais aimé la voir vivante. Et si elle n'était pas vivante, peut-être faire une texture en bois ou quelque chose qui vient rapporter un petit peu le côté chaleureux et mettre en avant le côté silhouette, le côté non vivant. Là, on a un peu un mélange des deux. Ça donne l'impression que à certains moments, tu as voulu intégrer des personnages peut-être plus réalistes que tu as trouvé sur une banque d'objets 3D, d'actifs 3D. Et d'autres où tu as utilisé des personnages. Donc je ne sais pas si c'est voulu, peut-être c'est sujet à mauvaise interprétation de ma part, parce que souvent en fait la représentation 3D, il y a une phase, une partie interprétation qui est souvent propre aussi à la personne qui visualise, mais quoique dans l'ensemble ce ne sont pas des erreurs en fait, ce sont juste des suggestions, des points d'amélioration par rapport à ma vision, voilà. Donc pour terminer sur la partie de la composition générale, la composition graphique, tes plans de caméra, je trouve, sont très très bien définis. On ressent à la fois le côté contre-plongée, dominance. On a un travelling, c'est-à-dire un respect des structures. On voit qu'il y a un souci par rapport à la composition. Peut-être que tu as utilisé la règle des tiers. On ressent du dynamisme en fait au niveau des points de filtre, au niveau des perspectives. Donc de ce côté-là, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup et je trouve que l'approche photographique est très intéressante. Je vois que tu joues aussi avec la profondeur de champ. On arrive des fois à avoir une mise au point sur un premier plan, un second plan avec un bokeh en arrière-plan. Tu as joué aussi avec les plans des objets, c'est-à-dire que tu as des objets plus proches de la caméra, d'autres plus éloignés, ce qui donne justement une profondeur sur différents plans, les fameux plans en question. Donc ça, c'est vraiment super. Et par rapport en fait au choix de la disposition des éléments, je trouve que c'est aéré, c'est spécialisé, ça respire bien. Bref, c'est une belle réussite. Donc félicitations à toi, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter, c'est un superbe travail. Je te remercie d'avoir participé et d'avoir pris du temps parce que c'est un travail de titan et je suis content de mettre ton projet en avant parce que vraiment tu le mérites. Salut. Félicitations Miguel pour appuyer ce qui a déjà été dit auparavant. Par rapport au respect du brutalisme, tu fais partie de la deuxième personne qui a le mieux respecté la thématique, donc félicitations par rapport à ça. Finalement, en fait, tu as perdu des points par rapport à la texture du béton parce que ça manquait de travail. On a un côté un peu trop lissé par rapport aux joints. Des fois, on a des joints en fait qui se raccordent pas, donc ça part un peu dans tous les sens. Donc c'est plutôt de ce côté-là. Mais sur certaines surfaces, sa texture est extrêmement bien travaillée. Mais sur la structure architecturale même du béton, c'est là où il y avait un côté perfectible. Donc la gestion des lumières, on avait le blanc cramé en fait qui a posé problème et donc le travail de texture annexe n'a pas apporté beaucoup de points non plus parce qu'il n'y avait pas beaucoup de texture en complément. Sinon pour ce qui est en fait de la gestion de la vie, du détail, puis surtout en fait l'animation des caméras, le cadrage et tout etc. C'est du très bon travail. Donc c'est un super beau projet. On espère te revoir aussi l'année prochaine. Merci pour ton écoute. Salut. Salut Zélia, eh bien je vais commencer par te féliciter pour ta participation, surtout que tu as découvert Dessin Grandeur au travers du défi et au travers justement des tutoriels, des vidéos tutoriels que j'avais mis à disposition
pour l'occasion. Donc je tiens à te féliciter grandement par rapport à ça parce que c'est pas donné à tout le monde en fait, en plus du travail, de sa vie, de sa routine, de participer à un défi sur un logiciel qu'on n'a jamais ouvert. Donc je vais rentrer directement dans le vif du sujet, je vais te mettre en avant les points forts et les points faibles, pas forcément dans cet ordre-là, mais en tout cas je vais t'énumérer l'ensemble. Donc j'aime beaucoup ce côté dark, beaucoup de réflexion aussi grâce à la pluie, ce qui fait que par rapport à tes sources de lumière, eh bien ça apporte un cachet. En ce qui concerne la thématique du brutalisme, pour moi, on est sur un hors-sujet parce que je n'ai pas ressenti justement le côté brut du béton. On est sur quelque chose de laqué, de noir, de chromé. Donc, je t'ai quand même maintenu par rapport à la vidéo parce que tu as fait un bon travail par rapport à ça. Et puis, je voulais pas en fait t'exclure, mais on n'est clairement pas en fait dans la thématique du brutalisme. Peut-être que certaines personnes interprètent le brutalisme comme quelque chose de pierre ou quelque chose de angulaire. C'est vrai que c'est le cas, mais pas obligatoirement. Il y a aussi du brutalisme circulaire ou des choses comme ça, même si dans l'ensemble, on est sur l'aspect brut et austère du béton. En fait, dans brutalisme, il n'y a pas le mot brutal, il y a surtout le mot brut, c'est-à-dire la forme du béton dans sa forme la plus naturelle, originale possible. Donc la moins travaillée. Et donc on évite en général de le colorer, voire de le lisser ou des choses comme ça. Même s'il y a quand même un brutalisme qui, avec les tendances modernes, c'est-à-dire se sont inspirés du thème du mouvement du brutalisme et ont sorti quelque chose de plus moderne, reste que plus c'est rugueux, plus c'est mât, plus c'est rustique, plus c'est austère en fait. Et plus on reste dans la thématique finalement de reconstruction après la Seconde Guerre mondiale avec des architectes connus comme Le Corbusier, etc., qui ont initié le mouvement, entre autres. Donc, je pense que ça aurait valu la peine de faire peut-être des recherches plus approfondies avant de participer au défi. Je pense avoir vu un petit clin d'œil de pierre par rapport au pavé, mais je ne pense pas que ce soit suffisamment représentatif. Pour ce qui est après de la partie photoréaliste, donc on va prendre en considération surtout le lighting et puis aussi certains travaux de texture. En tenant compte du fait que tu as découvert Dessin Grandeur pour l'occasion, je t'encourage vraiment parce que c'est une très bonne approche, c'est un très bon début, une très bonne base. Donc mon but en fait au travers de cette délibération, c'est pas de caresser toujours dans le sens du poil. Étant donné que le défi créatif est orienté débutant, c'est pas grave, mais je sais qu'au travers de nos échanges par mail, je t'en avais parlé, puis tu m'avais dit que tu avais besoin de ce genre de conseils-là pour progresser, donc ça me fait plaisir de te les partager. En tout cas, vraiment il y a un gros potentiel parce que pour une personne qui a jamais ouvert un moteur de rendu et qui l'utilise pour ce défi créatif-là, je trouve que tu t'en es sorti très très bien. Et tu as utilisé justement des fonctionnalités qui sont un petit peu plus avancées, comme par exemple la texture animée et tout, qui faisait partie justement en fait des consignes principales. J'ai bien aimé, même si c'est pas en rapport avec le brutalisme, le côté d'intégration par rapport en fait au tableau mural floral. Donc je pense que c'était par rapport au côté poétique. De ce côté-là, c'est pareil, si jamais on s'était basé sur le poème, la feuille de route, tout ça, l'idée c'était d'arriver à créer quelque chose de chaleureux, quelque chose d'organique. Donc possiblement que dans ton interprétation, le côté chaleureux, tu l'as utilisé par les tonalités Kelvin, en fait les températures Kelvin, donc des tonalités chaudes. On le voit notamment avec les éclairages de LED, c'est-à-dire qu'on retrouve au sol en extérieur. À l'intérieur, on est sur quelque chose d'assez jaunâtre. Donc je pense que ça a été volontaire de ta part de ce côté-là. Je trouve à mon sens, et là ça engage que moi, c'est peut-être sujet à mon interprétation personnelle, mais que c'est trop jaune justement, qui fait que on a un petit côté comme s'il y avait un problème de colorimétrie avec des taches jaunes, un petit peu trop jaunes dans certains endroits. Pour les transitions de caméra, on est quand même sur des transitions qui sont assez rapides, assez abruptes, donc peut-être des fois un manque de gestion des vitesses. J'ai vu aussi une texture avec un flickering, donc c'est souvent dû à une double texture positionnée sur la même paroi. Donc des fois c'est même deux parois 3D en fait qui se superposent, donc ça cadre de texture. Donc ça, en général, on essaie quand même de l'éviter. Je vois à un moment donné aussi que par rapport à la main courante de l'escalier, ça rentre un petit peu dans le mur. Donc il y a des petites comme ça imperfections sur lesquelles il faudrait s'attarder pour un petit peu plus de finesse, faire attention à ce genre de détails-là qui pour moi ont de la valeur, surtout pour des clients par la suite. Donc ça c'était un point que je tenais à soulever. Il y a une partie noire et sombre qui est volontaire de ta part, mais peut-être un petit peu trop. Des fois on retrouve des côtés vraiment trop obscurs, on en perd des détails. La gestion du noir et de l'obscurité c'est toujours quelque chose de difficile. Donc en tenant compte que tu as une faible configuration matérielle et que tu utilises un moteur de rendu qui était complètement inconnu pour toi,
mais je peux comprendre que ce soit difficile à gérer. J'ai beaucoup aimé, malgré que c'est hors sujet du brutalisme, cette ceinture de roche autour, cette barrière de falaise, avec le côté brumeux, tout ça. Donc il y a un petit côté nostalgique là-dedans. Et ça aurait pu être très intéressant pour des représentations un petit peu plus noires, un petit peu plus gothiques, un petit peu avec une ambiance particulière. Peut-être un peu théâtral, le côté théâtral me plaît beaucoup aussi là-dedans. Donc ça, je tiens à soulever parce que j'ai trouvé que la direction, entre guillemets, artistique était très intéressante. Donc ça, c'était pour l'aspect émotionnel. Reste que pour clôturer ce point-là, eh bien, je trouve qu'il manque un peu quelque chose. Il manque de vie. C'est froid quand même. C'est froid, c'est triste. Peut-être que la chaleur, en fait, des luminaires ne suffisent pas à eux seuls. Donc il aurait peut-être valu apporter peut-être un petit peu plus de fleurs, de plantes ou des animaux, des personnages. Il y avait peut-être quelque chose à faire, surtout qu'on était entouré d'eau. Donc peut-être revoir un petit peu la prochaine fois ce genre d'approche d'un point de vue en fait de l'immersion par rapport à la faune, à la flore, puis au côté vie. N'hésite pas sur le groupe Facebook des fois à revenir pour peut-être poser des questions, partager tes projets. Il n'y a pas de jugement ni quoi que ce soit. Le but c'est d'avancer ensemble. On est tous passés par là où tu passes. Mes tout premiers rendus, moi, étaient loin de la beauté de ton rendu vidéo. Donc encore une fois, bravo, bon travail. J'espère que tu participeras au défi de l'année prochaine. Je te remercie pour ton écoute. Salut. Félicitations Zélia pour ta participation également. Donc pour ce qui a déjà été dit, en fait hors sujet par rapport au brutalisme, pas besoin de le répéter davantage, je tiens quand même à soulever que même si ta cotation est basse, ça ne veut pas dire que ton projet est mauvais, loin de là. Au contraire, si jamais on sort en fait de la thématique du défi créatif et des consignes qui ont gravité autour, moi j'aime beaucoup ton côté théâtral, j'aime beaucoup en fait ton choix des lumières chaudes avec le côté noir, dark, c'est quelque chose qui me parle, j'aime le côté brumeux. On ressent la recherche artistique par rapport à l'aspect de la falaise, de la ceinture de roche, tout ça. Donc moi j'aime beaucoup l'eau translucide avec la lumière en fait qui passe à travers. Je vois et je note en fait ton aspect poétique. Donc c'est vraiment une note qui est en lien avec les consignes qui sont en lien avec le brutalisme. Donc surtout, lâche rien. Merci pour ton écoute, on espère te revoir l'année prochaine. Salut. Salut Hatem, j'espère que tu vas bien. Je tiens à te remercier pour ta participation au défi et aussi je tiens aussi à te féliciter parce que tu nous as fait un super beau projet. Tu as respecté toutes les consignes, tu as fait un travail remarquable et pour moi en fait ça m'a beaucoup inspiré, ça a beaucoup résonné avec moi. Donc encore une fois félicitations, c'est un très beau travail. Alors on va commencer directement par rapport au thème du brutalisme. Au niveau de la présence, eh bien c'est réussi. La structure architecturale est prédominante par rapport au paysage. On a vraiment une harmonie par rapport à l'ensemble et donc tu as très bien su mettre en avant l'aspect brut du brutalisme. Pour ce qui est de la structure architecturale, je pense que c'est pas forcément la plus représentative du mouvement, mais reste que ça fonctionne, c'est possible. Et même si j'aurais voulu voir peut-être une texture plus travaillée, plus rustique, ou alors des variations, parce que là j'ai vraiment l'impression que tu as créé un seul et même matériau que tu as appliqué sur tout l'ensemble de la structure de l'édifice. Donc ça aurait pu être très intéressant de venir un peu retravailler ça. Donc tu as perdu un petit peu de points par rapport finalement au travail de la texture, au travail des matériaux, mais tu fais partie en fait des meilleurs classements pour ce qui est en fait du respect de la thématique du brutalisme et aussi de la feuille de route en fait. Parce que dans la feuille de route, une des choses qui était importante pour moi par rapport à la participation, c'était que le poème soit respecté, non pas qu'il soit copié, mais que l'ambiance en fait, l'esprit soit retranscrit au travers de la représentation 3D. Et donc dans ce poème-là, eh bien j'expliquais qu'il fallait qu'il y ait un genre de danse avec la volumétrie 3D et en même temps qu'il y ait un mariage avec le décor, l'environnement, les végétaux.
Donc pour ce qui est de cette immersion et de ce respect en fait de la feuille de route, bravo, t'es vraiment en plein dans la thématique. Donc pour ce qui est de la présence, c'est vraiment une réussite pour le brutalisme. Pour ce qui est de la texture, ça fonctionne, c'est du béton brut, même si on aurait pu aller encore plus loin pour apporter quelque chose de plus rugueux, de plus travaillé, ça fonctionne bien. Pour ce qui est du respect du style, on s'y retrouve sur les parties justement des structures porteuses, parce que une des particularités du brutalisme, c'est de montrer les structures qui portent, les structures aussi qui nous permettent d'accéder aux étages et tout, comme par exemple un escalier. Souvent, on va représenter l'escalier brut dans sa forme la plus brute et on va essayer de ne pas le maquiller. Donc, c'est valable aussi pour les structures porteuses, des choses comme ça. Donc, ça fonctionne bien. Donc là, à mon sens, puis là, c'est par rapport à ma vision personnelle. Encore une fois, moi, je suis pas un expert du brutalisme, mais de ce que moi, j'en ai comme vision. Peut-être que le côté très coupole arrondi fait plus secoupe volante que l'aspect brut cubique. Même si l'aspect cubique, carré, angulaire, ce n'est pas obligatoire. On retrouve également dans les conceptions modernes des structures de brutalisme qui sont sphériques, arrondies ou autres. Reste que je trouve que ça tournait un petit peu trop autour du logo de Dessin Grandeur puisque c'était ça l'idée. Donc ça, il faut savoir que ça n'a pas eu un impact sur le nombre de points. On a aimé en fait le clin d'œil, mais c'est pas ça qui a attribué des points, le fait d'avoir mis le logo de Dessin Grandeur en avant, parce qu'on n'est pas forcément sensible à la flatterie. Mais l'idée était très bonne. Et ce qui était intéressant par rapport à ça, c'est qu'au centre du logo, on retrouve un genre de côté angulaire avec une structure qui finalement nous ramène et me fait raccrocher un petit peu plus sur le brutalisme. Donc les structures porteuses fonctionnent très bien. Pour ce qui est autour de la piscine et puis de l'eau, ça nous amène un petit peu de gaieté, de vie, ça fait aussi de la réflexion. Attention justement par rapport au travail des textures, puisqu'on arrive sur la partie photoréaliste, en dehors de la structure principale avec les 80% de textures proviennent justement de cette structure principale, c'est-à-dire ta texture de béton. On a un petit peu de texture avec des rochers et tout, mais je pense que de toute façon, c'est pas quelque chose que tu as travaillé, c'est surtout quelque chose que tu as récupéré soit du Megascan, soit d'un actif annexe. Donc c'est le travail des matériaux en soi n'a pas apporté beaucoup de points. Par contre, toi, au niveau du respect du brutaliste, ça a quand même été là, et c'est surtout en fait ton côté poétique sur la narration, le storytelling, tout ça qui t'a apporté vraiment un maximum de points. Pour l'eau, je te parlais de l'eau tout à l'heure, il y a un côté très répétitif dans le motif, ce que j'appelle un pattern. Ça, tu peux le casser avec le Depatternize, qui est une option qu'on retrouve dans Dessin Grandeur. Il suffit de cliquer ici. Et en fait, pour tout ce qui est organique, comme par exemple de l'asphalte, des graviers ou peut-être du sol ou autre, tout ce qui n'a pas un motif comme des briques ou des choses avec des lames de bois, on va utiliser cette fonction-là qui nous permet d'avoir une rupture du motif, du pattern. Ça veut dire que la texture peut être seamless, donc elle est répétable, il n'y a pas de couture. Par contre, en vue éloignée, on retrouve comme un genre de quadrillage, et ça on le retrouve sur l'eau. Donc avec cette option de dépatternisation, on peut casser justement le pattern pour casser un petit peu le côté quadrillé de la chose. Pour ce qui est de la gestion des lumières, c'est un travail remarquable. Je vois qu'il y a un énorme travail aussi sur l'étude des animations de lumière avec l'aspect de l'approche volumétrique, c'est-à-dire qu'on a vraiment un brouillard plus l'activation en fait de la volumétrie dans le brouillard, ce qui fait qu'on arrive à avoir des lights volumétriques. Et ça, c'est vraiment très très bien pensé. Ça nous amène du dynamisme, ça amène de la perspective, ça amène aussi une poésie, ça fait connecter avec la caméra, avec le lecteur. Donc j'ai vraiment aimé ça. C'est une bonne idée, c'est très bien pensé. On voit qu'il y a vraiment une étude, il y a une réflexion derrière entre ta mise en place à la coupole, ta représentation justement de la texture animée, parce que ça c'est quelque chose qui faisait partie en fait de la qualification pour les participants par rapport à ce challenge. Et tu as vraiment su mettre ça en avant avec justement le logo de Dessin Grandeur, mais qui fait un petit peu penser comme un musée, comme des pièces. Donc on a un petit côté futuriste qui me plaît aussi, parce que moi je suis assez porté sur la science-fiction, parce que par exemple si on regarde Dune, qui a à la fois un côté rétro et antique et à la fois un côté futuriste, on a du brutalisme, beaucoup de brutalisme dans les structures, donc on peut avoir de la science-fiction, quelque chose de futuriste et en même temps de brutalisme, parce que tout est possible en fait. On peut reprendre un mouvement architectural qui est ancien pour l'adapter à quelque chose de vraiment très contemporain, voire futur. L'idée était là, j'ai trouvé ça très intéressant. Finalement, le fait d'avoir fait quelque chose de circulaire, même si ça casse un petit peu le côté brutalisme angulaire qu'on a l'habitude de voir, c'est pas quelque chose qui est une erreur en soi, et ça apporte de la douceur. Ça apporte de la douceur par rapport au côté austère du béton et au mariage dans le paysage. Donc justement, par rapport au paysage, je tiens à soulever que tu as profité de la version Dessin Grandeur 2.8 pour bénéficier en fait du défi créatif, et donc pendant cette version 2.8 là, il n'y avait pas
encore l'option de terrain. Donc quand je vois l'environnement montagneux, les décors, en fait les volumes de terrain que tu as effectués, tu as probablement soit modélisé ça directement dans ton modeleur 3D, soit importé des assets du Megascan ou ailleurs. En tout cas, c'est très réussi, très très beau. Donc pour l'aspect émotionnel, gestion des couleurs, vie, détail, ambiance, eh bien c'est une pleine réussite. Tu as eu beaucoup de points par rapport à ça parce qu'il faut savoir que au niveau de la gestion des teintes, c'est très beau, c'est très poétique, c'est coloré, c'est artistique. Donc très très beau. Pour ce qui est de la gestion finalement en fait de la vie, des détails, on voit beaucoup d'oiseaux, de la faune, de la flore, c'est très très réussi, ça respecte énormément le poème et puis l'esprit que j'avais autour en fait de ce défi-là. Tu t'es vraiment très bien imprégné des consignes, donc ça c'est aussi quelque chose que je tenais à valoriser parce que l'idée aussi c'était de faire en sorte que des personnes puissent vraiment s'imprégner des consignes pour savoir à quel point ils sont capables de les retranscrire pour des clients ou des choses comme ça, donc c'est vraiment très bien fait. Et enfin pour la partie composition graphique, on est sur une spatialisation de la caméra, sur des mouvements qui sont très bien respectés, il y a une très belle étude par rapport à ça. Donc rien à dire de particulier, surtout que beaucoup de ces travelling sont issus en fait de l'environnement qui est en lien avec la végétation et tout, donc ça respecte pas forcément une structure architecturale à proprement parler. Bien que tu fais des zooms et des approches d'un point de vue structurel sur l'édifice en lui-même, tu as un petit peu plus de liberté créative du fait que pour ce qui est d'un point de vue organique, il y a un petit peu moins en fait de règles à appliquer. Et ça marche très bien, c'est bien pensé, c'est bien cadré, il y a une belle composition, il y a de la profondeur, etc. Donc moi j'ai beaucoup aimé ça. Donc si je devais faire un petit point négatif par rapport à cet ensemble-là, je dirais que peut-être ça aurait valu la peine de réétudier les végétations qu'on voit en premier plan, c'est-à-dire au plus proche de l'objectif de la caméra, qui sont, je trouve, à mon sens, un petit peu grossier, il manque un peu de précision, contrairement des fois aux végétaux qu'on peut retrouver sur Lumion. On a des végétaux HD qui sont de très bonne qualité. Il en existe aussi de très bonne qualité sur Desync Render et peut-être que tu as utilisé uniquement la version gratuite, c'est ce qui fait que ça ne t'a pas permis d'accéder à la bibliothèque avec plus de réalisme. Si c'est le cas, du coup, je comprends. Mais si tu as eu la version pro, eh bien, ça aurait pu encore mieux valoriser ton superbe travail. Et je pense que tu dois avoir une très bonne configuration matérielle parce qu'on sent qu'il y a de la ressource au vu en fait de la diffusion en fait aussi bien du skater, donc de l'herbe, des végétaux, des arbres et puis de l'envergure du projet quand on voit ça dans son ensemble. Donc voilà, ta scène finale est très belle, tu finalises sur une belle note de fin. Donc encore une fois, félicitations, je te remercie pour ta participation ainsi que pour ton écoute et puis je te dis à la prochaine, salut. Donc félicitations, tu as vraiment une super belle note. Il faut savoir que pour appuyer ce qui a déjà été dit auparavant, eh bien au niveau de la présence, c'est un match. Tu as vraiment bien inséré de façon prédominante la structure architecturale au sein en fait de l'environnement. Donc c'est vraiment très immersif. On est sur quelque chose de très respectueux au niveau du style, la modélisation également. Donc ton point fort, justement, il est sur le côté émotionnel et sur le respect du brutalisme dans l'ensemble. Reste que finalement, ce qui t'a fait perdre un petit peu de points, c'est le travail des textures annexes parce que à part le brutalisme, on ne voit pas grand chose d'autre. Donc si tu n'avais pas la version pro, ça aurait été intéressant de remplacer les arbres en premier plan par des arbres de la bibliothèque locale ou que tu aurais pu par exemple télécharger à droite à gauche dans les assets personnels en fait de ta propre bibliothèque pour les insérer manuellement en avant-plan. Encore une fois, félicitations, c'est un super beau travail. J'espère te revoir l'année prochaine. Salut. Je tiens également à faire une mention particulière, et même deux, à Katia ainsi qu'à Zélia, qui sont tous les deux en fait des participants qui n'avaient jamais ouvert Desync Render au moment en fait de participer au défi, donc ils ont profité de l'événement pour sortir de la zone de confort et se plonger finalement dans l'aventure sans avoir aucune connaissance technique sur Desync Render. Donc c'était la première fois qu'ils ouvraient le moteur de rendu, et aussi parce qu'ils ont une configuration matérielle qui est extrêmement faible par rapport aux recommandations minimales recommandées pour utiliser Desync Render. Donc étant donné que vous aviez entre guillemets en fait un score le plus bas par rapport aux autres participants, je tenais à le mettre en avant parce que eh bien il faut remettre les choses dans leur contexte et puis pour ça vous avez beaucoup de mérite. Donc encore une fois, bravo. En ce qui concerne le visionnage, eh bien, je te souhaite un agréable moment. J'espère que tu as pris du plaisir sur ce format vidéo-là. Si jamais c'est quelque chose que tu veux voir de nouveau apparaître pour les années suivantes, eh bien, sache que ça me fera un plaisir de refaire ce type de vidéo-là. Il faut savoir que c'est un travail titanesque. Ça m'a pris plus d'un mois, en fait, de création, d'organisation, etc. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu as envie aussi que je continue à faire ce format-là vidéo pour les défis suivants, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires, ça me motivera et ça me permettra de savoir si je vais dans la bonne direction. Donc attention, roulement de tambour pour le gagnant.
félicitations à toi Ronan, c'est un travail remarquable. Je vais donc prendre du plaisir à te mettre en avant au travers de l'interview et puis je te dis à très bientôt justement pour l'accompagnement VIP puisque ça va être un plaisir de t'accompagner et t'aider dans la partie entrepreneuriale aussi bien que pour la partie ultra réalisme. Salut. Salut, tu m'entends bien? Bah parfaitement, toi aussi? Moi aussi, je t'entends bien, je te vois bien. Comment tu vas? L'autre fois, comme j'avais pas de webcam, j'avais trouvé une solution avec mon téléphone. Sans réfléchir comme un abruti, que j'ai un iPad. Je sais pas pourquoi, j'ai bugué. Ah bah ouais, ça m'arrive voilà. aussi, je te rassure. Même beaucoup, très souvent, trop souvent à mon goût d'ailleurs. Des fois, on est tellement focus, tu vois bien. Ouais. Et toi, il est 16h là en France? 15h. 15h. Ah oui, 15h, oui, c'est ça. Ouais. Il me manquait ton retour par rapport à ta participation puis tout ça. Donc, justement, je t'ai fait un petit préparatif de quelques questions. Comme ça, on a environ à peu près 30 minutes pour échanger. Donc, en fait, déjà, premièrement, je voulais te demander, toi, par rapport à ta création globale, donc par rapport justement en fait à la scène que tu as créée puis que tu nous as partagé pour le défi, ça a été quoi ta plus grosse difficulté, en fait les difficultés techniques que tu as rencontrées? Les difficultés, on va dire les deux grosses difficultés, c'était que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre et la folie des grandeurs au niveau de la création du terrain. Ok. Et puis même de la création du projet, de la maquette en elle-même, parce que j'ai voulu faire quelque chose de relativement conséquent et relativement fourni. Et j'ai pas pu utiliser, j'ai utilisé 30% du potentiel du contexte de la maquette en elle-même, que ce soit l'architecture en elle-même et le bâtiment. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop de matière. D'accord. Et puis il y avait même après, au-delà de ça, au niveau du montage, j'avais produit plus que nécessaire et ça a été hyper dur de sélectionner. Je garde ce plan-là, celui-là, je le mets à la poubelle. Ah, c'est dommage, je l'aimais bien, mais bon, faut faire des choix pour que ça dépasse pas la minute. Donc moi, au début, je pensais plutôt créer beaucoup de matière pour pouvoir en avoir sous le pied et puis arriver à faire une minute correcte. Et je me suis trouvé à galérer justement, à devoir faire des choix de ce que j'allais garder ou pas et que j'avais finalement trop de matière, quoi. Donc c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps sur la maquette, déjà que j'ai voulu réaliser moi-même, quoi. Donc je suis vraiment parti d'une esquisse, etc. Comme par rapport à ma reconversion, où je suis donc plutôt dans la partie architecture et réalisation des plans, maquette 3D plans. Donc c'est vrai que j'ai voulu créer moi-même la maison, entre guillemets, quoi, l'architecture. Et tout ça pour dire que voilà que j'ai voulu donc créer tout ça. Je sais plus, j'ai perdu le fil, je voulais dire un autre truc. Ouais, que t'as voulu en faire beaucoup, puis t'avais beaucoup de matière et que t'as voulu partir de A à Z, tout faire toi-même. C'est ça, donc je suis parti vraiment esquisse papier, après maquette Revit, et puis après donc j'ai peaufiné dans SketchUp ma maquette pour ajouter vite fait du détail à la volée parce que Revit est pas fait pour ça. Et puis la moindre extrusion, le moindre chemin à suivre, suivez-moi, ça n'existe pas dans Revit, donc faut tracer ta ligne de chemin, mais c'est pas fait pour ça, entre guillemets, quoi. C'est pas fait pour produire du détail vite fait, donc ne serait-ce que des plaintes ou des décrochés ou des chanfreins, voilà, peu importe, c'était beaucoup plus simple dans SketchUp, donc c'est pour ça que j'ai utilisé ça comme ça. Et SketchUp, j'étais limité au niveau du terrain que je voulais faire, quoi. Parce que je voulais vraiment un terrain assez travaillé avec une maison encastrée surtout par rapport au cahier des charges du défi en lui-même. Où donc j'ai voulu incruster dans la roche et dans à flanc de montagne, quoi. Et donc c'est là que je suis parti à regarder des heures de tutoriels de Blender et compagnie. Ah ouais. Télécharger les plugins gratuits de Blender qui te permettent de générer des terrains facilement, quoi. J'ai même essayé, entre guillemets, le fameux Gaia, je sais pas si tu connais. Ouais, je l'ai téléchargé dernièrement, je l'avais jamais testé, mais c'est pas mal, hein. C'est génial. Bon, faut que je le recreuse, hein. J'ai laissé ça de côté pour le défi. Parce que c'est vrai que tu peux créer tes maps avec tes 8 maps et compagnie, et tu peux distribuer ton scatter après. Bon,
c'est un super outil, hein. C'est génial, mais je pense qu'il faut bien l'apprivoiser parce que tu vois, tu as le système de nodes et tout aussi à comprendre au niveau de l'érosion, des fleuves, des matériaux, c'est génial. Mais voilà, je reviendrai dessus plus tard. Donc j'ai fait ça avec Blender et puis avec des assets de Megascan, hein. Ni plus ni moins. J'avais mon workflow avec Pixel Bridge et puis je pouvais importer facilement dans Blender mes petits rochers. Donc et puis j'ai créé ma montagne, etc. quoi. Et j'ai fait aussi de cette manière-là parce que sur la maison, il y a un plan, on le voit bien, t'as un décroché en béton où tu vois qu'il est vraiment taillé dans le roc. Et du coup, il fallait que je sectionne cet asset de Megascan. Il fallait que je le sectionne pour qu'il n'y ait pas la partie de rocher visible qu'on voit à travers, quoi. Donc c'est là que Blender m'a servi parce qu'en edit mode, j'ai pu sélectionner les faces et puis etc. que je voulais pas et les couper. Donc j'ai pas trouvé d'autres solutions. C'était beaucoup trop lourd pour importer dans SketchUp. Surtout avec un niveau de détail, avec un load acceptable. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai eu des soucis et j'ai dû refaire pas mal de choses justement au niveau de ces assets-là parce que dans Blender, j'ai pas fait gaffe au début, je l'ai téléchargé en qualité max, quoi. Donc j'en ai mis 1, j'en ai mis 2, j'en ai mis 10, etc. Et puis après, c'était... Blender, il arrivait à peu près à suivre. Mais il n'y a pas d'optimisation. Mais Desync Render, il a dit non. Arrête, là, t'abuses. Je sais que je suis magique, mais là, faut pas exagérer quand même. Ouais. Donc, j'ai dû retrouver la bonne manip, prendre du Load 0 qui m'a vachement allégé la maquette et puis qui a permis d'avoir quand même, avec la texture adaptée à Load 0, d'avoir un truc quand même super chouette. Mais c'est pour ça qu'on voit il y a peut-être des petits gros plans sur la roche où on voit qu'il y a peut-être un petit manque de définition par endroit. Mais voilà, globalement, c'était un peu la grosse difficulté, c'était le terrain et puis l'optimisation et la stabilité dans D5, quoi, parce que j'avais un projet qui était vraiment lourd à la fin et j'avais du mal malgré que j'avais tout classé par calque, j'aime bien être organisé, pouvoir masquer ce que j'ai besoin de masquer, mais les exports vidéo étaient quand même assez conséquents entre guillemets. Donc, si ça avait été avec Lumion, je me serais pendu, je pense, mais parce que D5 est quand même super fort en temps d'export. Ah ouais, c'est clair. Rapport qualité-prix, on est quand même bien là. Ouais. Donc voilà, grosso modo, les difficultés, c'était surtout le terrain et puis l'optimisation du projet en lui-même, que ce soit Blender ou SketchUp ou D5, pareil. Parce qu'après, donc j'ai pas utilisé dans Blender, j'ai pas utilisé le Live 5, hein, j'étais toujours dans SketchUp et j'ai exporté de Blender avec le plugin D5, hein, qui est génial, tout comme il existe dans 3ds. C'est vrai que c'est super parce que ton asset 3D, tu l'exportes de ton logiciel vers le format D5 et c'est tout de suite, ça marche super bien, quoi. Donc mon terrain, je l'ai exporté tel que. D'accord. Donc c'était cool et puis j'ai voulu faire un scatter un peu personnalisé, tu vois, avec le scatter de D5. Tu sais, tu peux faire tes maps. Donc c'est vrai que j'avais pris dans Blender mon terrain en vue de dessus, sans perspective. J'ai fait une capture d'écran, je la mets dans Photoshop et puis j'ai peint les zones que je voulais distribuer au niveau de mes différents skaters. Et après, du coup, j'ai intégré la custom map dans D5 et ça m'a permis de répartir mon skater pour pas avoir à faire de la brosse et compagnie, même si j'ai beaucoup utilisé pour des petits détails ponctuels, mais on va dire que le gros a été généré par cette map-là, quoi. D'accord. Donc c'était cool de tester des trucs, de regarder plein de tutos, d'essayer de voir la bonne façon de faire les choses et puis d'apprendre plein de trucs, quoi. C'était passionnant pour ça, quoi. C'est drôle que tu me parles de ça parce que c'est quand même une fonctionnalité avancée. Puis je l'ai incrémenté dernièrement sur mon système de coaching, etc. Et que toi, du coup, t'es tellement avancé que je vais le dévorer. Non, arrête. Je vais le dévorer. Non, mais c'est vrai que quand j'ai commencé, parce que j'adore les environnements, j'adore les paysages, j'adore la nature et le côté de le reproduire fidèlement et réalistiquement en 3D, je trouve ça passionnant. J'adore les super environnements et Blender a été super fort pour ça. J'ai regardé pas mal de tutos
Et quand j'ai vu ces histoires de weight paint et de hauteur différents en fonction de la pente du terrain que tu peux attribuer, j'ai dit, ça gère la normale, tout ça, ouais. Faut que je fasse un truc comme ça. Donc, j'ai pas réussi à générer directement j'aurais voulu exporter justement cette 8 map de Blender, de mon terrain en lui-même, mais j'ai pas réussi. Ah bah tiens, si jamais je trouve la solution, je suis preneur parce que je suis dessus en ce moment, j'ai pas trouvé. On m'a dit qu'il faut la cuire. Il y a un système à faire, ouais. Je suis en train d'apprendre ça aussi, moi. Mais du coup, j'aurais voulu pouvoir exporter ça pour l'importer en custom map, donc dans Dessin. Ouais. Ce que j'ai pas pu faire, donc du coup, plan B, j'ai fait un screen et puis je l'ai peint moi-même dans Photoshop et ça fonctionne très bien. Il y a pas de. Ouais, bien sûr. Il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Et là encore, on était en 2.8 avec la 2.9 de dessin que ça va. La fonction terrain et tout, c'est dingo. Ah, c'est dingo. Puis, tu arrives à avoir un ordre d'idée en moyenne du temps global et approximatif que ça a pu te prendre? Le défi? Ouais, puis la conception en elle-même, en fait, de ta phase de modélisation jusqu'à la partie rendue, ou même encore mieux si tu arrives à dissocier les deux? Bah, le truc, c'est que j'ai passé énormément de temps. On est sur, si jamais je mets tout à bout, plus la réflexion, plus les essais, les erreurs, regarder des tutos, vraiment tout ce qui était lié au défi, on est à 3 chiffres, quoi. J'ai passé vraiment un temps faramineux. Et heureusement d'ailleurs que tu avais modifié le timing de participation au concours, parce qu'à la base, j'étais super intéressé, surtout le brutalisme, ça me parlait. Et après, quand j'ai vu que tu avais prolongé, j'étais super content. J'ai dit, en plus, tu as bien prolongé, donc il y a le temps de faire un truc chouette. Donc c'est vrai que je me rappelle, j'avais commencé tout début août, mais j'y ai passé mon mois d'août complet, tous mes temps libres, etc. Je voulais vraiment m'impliquer à fond aussi parce que ça m'intéressait. Et puis je voulais... mais bon, voilà, la réalisation en elle-même, je veux dire, en esquisse, création de maquettes, juste l'esquisse, la réflexion, j'ai dû passer peut-être un jour ou deux à vraiment peaufiner mon idée. La modélisation pure et dure, dans Revit, j'ai dû passer 8-10 heures, un truc comme ça. Je dirais une grosse journée. Après, tu rajoutes presque quasiment le double dans SketchUp pour ajouter les détails, ajouter les luminaires, des choses que je voulais, essayer des trucs, en enlever d'autres. Mais on est sur des gros chiffres quand même. Ouais, mais ça m'étonne pas, c'est normal. Et puis je trouve que par rapport parce que quand on regarde ta réalisation qui est superbe et qui est encore une fois bravo par rapport à ça, parce que franchement, merci. Un super beau travail, c'est vraiment remarquable. Puis c'est à l'unanimité aussi bien d'un point de vue en fait des personnes qui ont voté que le jury. On a tous été sous le charme, donc vraiment. Ça fait plaisir, comme retour, c'est clair. J'ai tout fait pour, entre guillemets. J'ai tout fait pour. T'en as chié, mais ça a porté ses fruits, quoi. Ouais. Mais j'aime bien en chier un peu. On est un peu maso, on aime bien souffrir et puis sortir de sa zone de confort, c'est cool. Surtout dans ce genre de domaine, c'est important, je pense. Ah, puis comme le dit Julien, en fait, qui est un des membres du jury, là, il m'avait dit justement au début, parce que quand il m'a initié à la 3D, il m'a dit de toute façon, l'infographie 3D, c'est 70-80% en fait de réflexion, de résolution des problèmes, de chercher en fait comment résoudre telle ou telle chose, créer telle chose, optimiser telle chose. Puis après, en effectif, en créatif, tu as 20-30% réellement. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Plus ça va et plus je m'en rends compte, Mais c'est ça qui est agréable aussi en fait. Je pense que dans notre métier, c'est ce genre de choses là qu'on aime bien. C'est toujours à la recherche. Les logiciels évoluent constamment, les technologies aussi. Donc c'est un mix entre adapter son ordinateur, son workflow aussi à ses besoins, son activité, aux demandes du client. Enfin, en tout cas, c'est. Et puis grosso modo, juste pour compléter au niveau des timings, à mon avis, dans Dessin Render, tu rajoutes la même chose à peu près. Je dirais que j'ai passé facilement. J'ai passé beaucoup de temps, mais en réel, si je devais tout refaire à la suite, dans Dessin Render, j'ai passé 2 jours. J'ai passé une bonne quinzaine d'heures, je pense. Bonne quinzaine d'heures. Après les exports, ça s'est fait plutôt bien. Je mettais ça le soir. Je préparais tous mes rushs et puis je mettais ça à exporter. Donc, il y a eu quand même quelques heures d'export, mais
Ça s'est bien passé. J'ai pas eu de soucis. Si, il y avait un truc qui m'a bien embêté, c'est que comme j'avais une scène qui était quand même assez chargée, et même au niveau de mes textures, tu vois, j'avais des textures peut-être un peu trop haute qualité par endroit. Et en fait, j'avais certains rushs, ça faisait que la première seconde, et d'autres, c'était pendant tout le rush. J'avais la texture qui était pas finie de charger. Donc, tu vois, en mode preview, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ah, ça m'a arraché les cheveux, donc j'ai réussi à la fin, mais j'ai dû réexporter pas mal de fois les mêmes séquences. Ah, ok. Ouais, parce qu'elle arrivait pas quand D5 changeait de scène pour passer de la scène B à la scène C, par exemple. Bah, la texture avait pas le temps de se charger. Il faisait l'export du rush et je me retrouvais avec une caillasse toute pixelisée. Ouais. J'ai jamais eu ce problème-là, moi. Ouais. Mais là, je pense qu'on est clairement sur un souci d'optimisation de ma part au niveau de la maquette et au niveau du poids global du fichier, quoi. Ça se peut aussi que tu fais ton rendu sur un SSD ou sur un disque dur normal? Je suis tout en SSD, ouais. Non, mais ça m'est jamais arrivé, mais c'est intéressant. Tu pourras d'ailleurs le mentionner, ce genre de problème-là. Puis moi, ce que je fais, c'est que je regroupe en fait tous les problèmes que les membres rencontrent. Puis j'en fais en fait des tests. Et si je trouve une solution adaptée, je la propose. Ce qui fait que souvent, les personnes, quand ils rencontrent les mêmes problèmes, ils peuvent se référer directement sur le poste concerné et tout. Donc, carrément. Tu verras ça. Puis pour finir, le montage aussi, qui était une partie. J'ai passé du temps sur le montage parce que je voulais vraiment avoir un effet cinématographique, quoi. Au niveau de l'animation, j'aime pas. Je vois souvent des belles animations au niveau des matériaux, des textures, des lumières et tout. Puis la caméra, elle met pas en valeur le truc. Elle bouge beaucoup trop vite. Les plans de caméra, les focales, il y a rien qui va bien. Et moi, comme je te disais l'autre fois, j'aime beaucoup la photographie. J'en ai fait un peu. J'aime beaucoup les films, autant pour la qualité de l'histoire que pour une belle pellicule, tu vois, sur un film. Je trouve ça cool. Ouais. Donc c'est vrai que je me suis beaucoup inspiré de ça. J'ai trouvé quelques bonnes sources d'inspiration sur YouTube. Pour ça, justement, bien placer tes caméras, faire des petites transitions toutes douces. Donc voilà, j'ai vraiment cherché à avoir ce rendu-là, quoi. Et puis qui collait bien avec le thème, en plus, le petit côté poétique, etc. Je voulais un truc vraiment très doux dans les travelling. Et c'est pour ça que j'ai fait vraiment dans ce sens-là, quoi. Donc le montage, c'est vrai qu'il a pris un peu de temps aussi, de bien sélectionner, trouver la musique qui allait bien, des petits bruitages d'oiseaux au début, et puis le côté post-prod où vraiment retoucher la pellicule pour donner ce côté un peu patiné d'un film, etc. Donc c'était un point qui était important en tout cas pour moi, la post-prod. J'étais en train d'exporter les rushs, j'étais dans Adobe Premiere en mode ça va être trop bien, je vais le mettre là, je vais faire comme ça. La mise en avant, mettre un petit titre, tu vois, incruster des petits détails qui me tenaient à cœur de faire le mieux possible du début jusqu'à la fin, quoi. Et c'est vrai que j'aime bien, dans ce boulot-là, ce que j'aime bien aussi, c'est tout faire, quoi. De A à Z, tu fais un projet, je trouve ça super cool. Tu as le côté inspiration, recherche de références, tu modélises, après tu as tout le côté texturing et tout, puis tu fais tes exports et ton montage, c'est cool, quoi. C'est vraiment le bundle complet. C'est ça qui était passionnant dans ce défi. Ah écoute, tu verras par rapport au logiciel de montage, moi j'ai longtemps utilisé aussi Premiere Pro pour l'étalonnage, le montage, etc. C'est ce que j'ai utilisé, ouais. Puis finalement, mon cœur s'est porté dernièrement depuis 1 an et demi sur DaVinci Resolve, qui est, je trouve, meilleur en tout point pour mon utilisation, en tout cas pour ma part. Mais t'es loin d'être le seul à le dire. Ouais, je me reverrai pas repartir en arrière, et puis je comprends pas qu'un logiciel comme ça soit gratuit de base avec toutes les fonctionnalités qu'il a. Alors moi, j'utilise la version pro pour justement faire du compositing, parce que je vais me faire taper dessus par tous les membres qui sont pro After Effects, parce qu'After Effects, ça reste quand même un mastodonte. Mais je voulais retrouver le côté technique de After Effects et le côté Adobe Premiere Pro pour le montage vidéo, mais tout groupé en un pour faire du compositing avec des séquences
des animations de séquences vidéo sous Ouais. forme d'images de séquences, là. Enfin, séquences d'images plutôt, regroupées dans des dossiers pour faire du compositing avec l'alpha, des choses comme ça. Et, Ok. et ça a été fait de façon très intuitive et puissante dans DaVinci Resolve. Et donc, d'un point de vue de gestion des couleurs, c'est une panel, un éventail de possibilités créatives qui est quand même assez impressionnant. Blackmagic Design, ils sont assez forts, ils sont balèzes. Donc, on verra ça ensemble. Au moins, je pourrais t'apporter ce côté-là. De toute façon, voilà, moi je me suis dit on va peut-être pas abuser et puis apprendre DaVinci pour faire le montage du défi, même si Ouais. Bon, j'ai utilisé les outils que je connaissais, Premiere Pro, et puis mais je sais que voilà, je sais que mon prochain projet que j'aurai à faire prochaine chose que je ferai en animation vidéo, en montage, je passerai sur DaVinci, c'est clair. Ouais, puis C'est tu sais, tu verras, en fait, ça se peut que Premiere Pro, tu le préfères pour X Ouais. raisons, comme par exemple des templates que tu peux acheter à droite à gauche et puis qui sont fonctionnels sur Adobe, qui te font gagner en Ouais, bien sûr. productivité, puis que tu pourras pas retrouver chez DaVinci. Donc, mais au moins, tu peux faire une transition douce progressivement. Ça, c'est Ouais, le tout fun. à fait. Bah, c'est Ok. Victor qui l'a utilisé aussi pour Ah Victor Duguay qui a utilisé Ouais. DaVinci, justement. J'avais vu dans son post, là, il en avait marre d'Adobe Premiere et puis il m'a confirmé, j'ai discuté un peu avec lui, il m'a confirmé qu'il est vraiment chouette, DaVinci. Ouais. Non, super. Et très, très, très puissant, très stable. Pour l'instant, actuellement, j'ai aucun crash avec lui. Donc, C'est cool. Puis bah, ce côté système nodal, quoi, qui est Ouais, c'est exact. comparé au système de calque, je pense que ça, en termes de visibilité globale du projet, tu dois y voir beaucoup plus clair, quoi. Ouais, c'est vrai. Fusion est puissant. Puis alors, ce qui est génial, c'est que moi qui suis très porté, et toi aussi, du coup, sur le côté sonore, c'est que il est capable d'importer et reconnaître automatiquement ton dossier de VST, VSTI, donc enfin VST, Ah, je yes. sais pas, mais VST, donc Ouais. tu peux mettre tous tes compresseurs, tous tes machins que tu as achetés, il te reconnaît tout, puis tu peux faire du mastering audio avec et tout, avec la Ah, partie, excellent. Ah ouais, d'accord. ouais, enfin, avec ouais, c'est assez Ah, incroyable. cool. Ouais. Ça, je ne savais pas. Donc, ok. Alors, je vais enchaîner avec les autres questions que je t'avais mis de côté. Je vais maintenant m'orienter un petit peu plus sur ton parcours professionnel tu parlais en fait de ta spécialisation tout à l'heure, donc pour mettre un petit peu plus en avant que les personnes en fait qui regardent la vidéo puissent comprendre d'où tu viens et puis pour des personnes qui seraient intéressées à travailler, collaborer avec toi pour X raisons sur quelques dimensions que ce soit, puissent comprendre mieux un peu ton service et à qui tu t'adresses pour d'éventuelles collaborations futures et mettre en avant ton entreprise. Donc je te laisse me raconter un peu tout ça au feeling. Ouais, donc comme je t'avais expliqué quand on avait discuté la dernière fois, donc moi j'ai une expérience de terrain donc dans le bâtiment. J'ai à peu près 17 ans d'expérience en maçonnerie, menuiserie, couverture, etc. Pas mal de choses. Donc, j'ai déjà construit des maisons, alors pas tout seul entièrement, mais je vois vraiment comment c'est fait à ce niveau-là. Et du coup, il y a quelques années, par rapport à un souci de santé, j'ai dû penser à la reconversion. Puis de toute façon, ça tombait bien parce que j'en avais un petit peu marre au bout d'un moment de me salir les mains et puis je voulais vraiment passer à autre chose, quoi. Et puis de toute façon, j'avais pas le choix parce que physiquement, j'avais pas envie de me flinguer plus. Donc le dernier boulot que je faisais, c'était d'installer des poêles et des cheminées. Donc je montais sur les toitures. Il y avait des situations qui étaient quand même parfois dangereuses. Et puis bon, quand t'as 40 ans, t'es papa, tu commences à voir les choses un peu différemment. Tu te dis, on va peut-être penser à la suite, quoi. Et donc, après une période de réflexion qui était quand même un peu compliquée, parce que c'était pas évident de tout remettre en question. Mais du coup, j'ai pris du recul, j'ai fait un bilan de compétences, j'ai essayé de voir vraiment ce qui me plaisait. Donc, à savoir l'informatique, vraiment au sens large, hein, depuis tout le temps. Depuis tout le temps, j'ai un ordinateur dans ma chambre. J'adore trifouiller des logiciels, que ce soit le graphisme, la musique. J'ai toujours fait ça. Donc, je suis super content aujourd'hui de pouvoir y revenir. Et puis, donc, j'ai découvert cette formation de dessinateur en bâtiment. Donc, voilà, la modélisation, le 3D, l'architecture qui me plaît depuis tout le temps aussi. Et puis, mon expérience de terrain que j'ai pu appliquer justement dans ce domaine-là, je trouvais ça pertinent, quoi. D'apprendre et de faire une reconversion en dessiner des maisons, entre guillemets, après en avoir construit pendant des années, c'était cool. J'avais le jargon, le vocabulaire, des choses qui m'ont quand même bien aidé. Et puis la formation, donc elle a duré 6 mois. Et au bout de 1 mois et demi, j'ai commencé à découvrir les rendus. Donc j'ai découvert Enscape, j'ai découvert tout ça, Twinmotion, et puis là,
Et ça n'a pas arrêté depuis, quoi. Je suis devenu mais mordu de l'archvise, mais comme c'est pas permis, quoi. Donc j'adore, je m'y suis mis à fond pendant ma formation. Tous les soirs, je traînais sur YouTube jusqu'à 1h, 2h du matin à regarder des vidéos, de voir ce qu'on pouvait faire avec tel ou tel logiciel. Et ça n'a pas arrêté depuis, quoi. Et déjà en formation, voilà, j'étais déjà rendu à faire des rendus 3D pour les projets qu'on faisait. Et c'était cool, ça me plaisait déjà plus que la réalisation de maquettes, entre guillemets, plus que les plans, quoi. J'adore modéliser à partir de plans 2D. Ça, c'est génial, j'adore vraiment modéliser, j'adore ça. Et puis quand tu amènes au rendu après, c'est extra, quoi. C'est vraiment extra. Donc, en tout cas, tout ça pour dire que donc ça s'est terminé au mois d'avril dernier. Donc j'ai quand même l'architecte avec qui j'étais en stage pendant cette formation qui m'a gardé en collaboration ponctuelle parce qu'il a carrément adoré mon boulot. Il avait des beaux rendus, il était super content. Donc on continue à collaborer ponctuellement, mais sur des dossiers intéressants. Puis lui, c'est cool parce qu'il fait quand même il est quand même dans le milieu haut de gamme, on va dire. Donc c'est des jolis projets. C'est des maisons de 350 mètres carrés, des trucs cool avec des jolis budgets, des jolis matériaux. Donc c'était chouette à mettre en avant. C'était chouette à modéliser, c'était chouette à mettre en avant. Et il y a d'autres jolis projets à venir avec lui, notamment une extension sur un hôtel. C'est cool. Il y a des trucs chouettes. Donc là, il y aura certainement pas mal de rendus à faire, certainement de l'animation aussi. Donc on continue à collaborer comme ça ponctuellement. Et du coup, pour pouvoir le facturer légalement, etc. Donc je me suis mis à mon compte. J'ai créé mon entreprise il y a 1 mois. Je vais avoir un début d'activité à janvier 2025. Et donc là, voilà, ça y est, je me lance en freelance pour faire de la sous-traitance dans le domaine de l'architecture au sens large. Hein. C'est-à-dire que idéalement et à long terme, j'aimerais bien pouvoir vivre exclusivement de l'infographie 3D, des rendus, de l'animation, de la réalité virtuelle, des maquettes interactives, de peu importe sous quel domaine. Mais toute la partie modélisation de maquettes, réalisation de dossiers de permis de construire, etc., j'en ai fait plein et j'en ferai d'autres avec plaisir en tout cas. Et après, on verra, suivant le flux de demande, comment ça évoluera. Et si un jour je peux me permettre de refuser des demandes de dossiers de permis de construire parce que j'ai déjà largement assez de boulot en infographie 3D pure et dure, je serai satisfait. Mais si j'arrive pas à ce niveau-là, je serai quand même satisfait. Parce que je suis content de ce que je fais actuellement. Je le fais avec plaisir, avec passion. Quand je me mets sur mon ordi, que ce soit dans D5 pour peaufiner une texture ou que ce soit dans Revit pour tracer des murs, ça me plaît. Ça me plaît. Donc je suis content de mon choix de reconversion et c'est cool. Puis je le trouve cohérent par rapport à mon passif et puis par rapport à mes passions personnelles, moi, que j'ai depuis longtemps. Donc c'est cool de pouvoir regrouper plein de trucs comme ça dans la même boîte. Ouais, carrément, carrément. C'est chouette. Ah, ça me parle bien ton histoire. Donc du coup, par exemple, nous ensemble, c'est quoi qui te ferait rêver d'avoir atteint? Quelle est la sphère sur laquelle tu aimerais avoir de l'aide? Ce serait plutôt la partie développement entrepreneurial parallèlement à améliorer en fait, parce que tu as déjà un très bon niveau en termes de visualisation 3D, donc peut-être atteindre l'ultra-réalisme et puis après... Ouais, moi je suis hyper exigeant avec moi-même depuis tout le temps. Des fois trop, le côté très perfectionniste, donc je me satisferai jamais du niveau que j'ai, quoi. Je voudrais toujours aller plus loin. Tant qu'il y en a qui peuvent le faire et qui le démontrent par image ou vidéo, j'aurais envie d'aller frôler cette qualité, quoi, parce que ça me toujours plus. J'adore ça. Mais ouais, donc il y a vraiment toute la partie technique. Il y a une partie aussi productivité, organisation de workflow, organisation de dossiers. Même si je suis quand même très propre sur mon ordi, ça peut être cool d'avoir des exemples de comment toi tu gères par exemple tes assets 3D. Est-ce que tu utilises un logiciel tierce style, je sais plus comment il s'appelle, Connector, que j'utilise pour mes textures, etc. Donc voilà, savoir un peu comment jongler même entre t'as tous tes assets, t'as du FBX, t'as du DAE, t'as du 3ds Max, voilà, comment tu fais pour ne pas perdre
trop de temps, on va dire, dans les méandres des reconversions, etc. de fichiers, parce que c'est directement lié à la productivité, de toute façon. Ouais. Quand t'as un D5 t'as une belle bibliothèque D5 de matériaux et d'assets 3D qui est bien prête, bah voilà, tu peux dérouler, tu fais du drag and drop et ça y va, quoi. Exact. Donc c'est vrai que ça, c'est vachement intéressant à mettre en place, quoi. Je pourrais te partager, parce que moi, bien entendu, j'ai pas la prétention d'avoir la meilleure méthode. Je suis même très perfectible. Non, puis mais il y a plein. souvent, ce que je Surtout partage dans nos domaines, il y a plein de façons de faire les choses. Il y a tellement de façons de faire. Mais par contre, ce que je partage, c'est quelque chose qui a fonctionné pour moi dans des agences d'architecture en tant que salarié. Donc avec des très hauts volumes de commandes, de 300, 350 projets annuels, on parle là quand même. Donc pas moi, mais l'agence. Et donc forcément, il faut apprendre à optimiser et arrêter de se concentrer sur les détails, sur les textures, comme j'aimais bien faire. La conversion aussi, il faut que ce soit universel, faut que ce soit à la fois fonctionnel pour toi, pour tes collègues de travail, sans dénaturer la volumétrie de l'architecte, sans dénaturer aussi la focale, parce que au début j'avais une approche photographique, mais j'étais pas j'avais pas cette connaissance en fait par rapport à la focale, quelles sont les meilleures focales pour des visualisations intérieures, pour des visualisations extérieures. Tout le monde parle à chaque fois sur SketchUp 35 mm, 35 degrés ou machin, peu importe. Mais en fait, en applicatif, tu as toujours une contrainte qui fait que soit tu n'as pas assez de recul, soit ci, soit ça. Donc, quel était finalement le meilleur workflow? Donc, je me suis rendu compte à force d'essais et d'erreurs qu'à un moment donné, les architectes, ils venaient me faire une petite tape sur l'épaule, technologues ou autres, et ils me disaient, écoute, là, je sais pas ce que tu as fait, mais tu déformes vraiment moins ma volumétrie, j'aime vraiment ça. Du coup, je savais que ça, c'était telle focale qui lui plaisait, etc. Donc, progressivement, j'ai réussi à trouver le workflow qui fonctionne comme ça. Et pour la conversion, en fait, j'utilise des fois des logiciels qui sont un petit peu payants, qui au début, ça fait un peu chier parce que tu te dis, merde, je me rajoute un workflow, je me rajoute une étape, je me rajoute un coût sur la chaîne de production. Mais comparativement au temps qui te fait gagner, plutôt que, par exemple, passer par Transmutre où tu fais un import par exemple, d'une literie à fort volume de polygones, comme tu disais, LOD, qui fait que ça mouline, puis des fois ça crache, puis t'en as marre de ça. Ça maintenant, il y a des façons de faire pour plus que ça n'arrive, donc on passe plus par SketchUp. Voilà, moi j'ai une façon de travailler que je pourrais te partager, puis après toi tu pourras l'adapter aussi, puis j'apprendrai sûrement aussi de la tienne, parce que des fois, même s'il y a des personnes qui sont débutants que j'accompagne, ils m'apprennent des choses, parce qu'ils ont une vision, plusieurs cerveaux valent mieux qu'un, comme on dit. Ouais, mais carrément, donc c'est ça. Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, mais c'est... Exact. Dans ce domaine-là, faut partager, quoi. C'est ça qui est génial. De pas garder pour soi les petits tips et les trucs qui marchent bien. Ça fait plaisir de le dire aux autres, quoi. C'est cool. Donc, carrément. Mais ouais, je reviens là-dessus. Ouais, c'est vrai que SketchUp, c'est le point négatif, entre guillemets. Si tu peux vite saturer une maquette. Et ça m'est déjà arrivé jusqu'à m'arracher les cheveux. C'était affreux. J'avais beau purger et tout. T'as l'impression que ta maquette est quasiment foutue, quoi. Tellement il y a de choses dedans. Donc j'ai vite arrêté d'importer des lits et des belles choses à haute texture dans SketchUp. Ça, c'est fini, j'ai bien compris. Je garde vraiment le sommaire, les petits luminaires, les choses comme ça qu'on peut modéliser à la volée. C'est hyper cool, SketchUp, pour ça. Puis tu peux faire quand même des belles choses sur des objets rapidement. Voilà, tu fais vite une extrusion, un machin, tu mets un bevel, un arrondi, c'est vite fait. Et puis... il y a le côté, et ça me fait repenser justement à ce que tu me disais avant, tout ce qui touche aux textures et au mapping des textures. Et ça, je galère encore dans SketchUp. J'ai trouvé quelques plugins, mais vraiment à faire du mapping correctement de la texture appliquée sur un objet. Ça, c'est un truc que j'ai besoin de travailler, quoi. Ouais, on regardera ça ensemble. Ouais, je sais ce que c'est du unwrap, etc., du V-mapping dans Blender et compagnie. J'y ai un tout petit peu touché, mais voilà, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup développer pour déplier correctement une texture sur tel ou tel objet. Alors, le dépliage correct, SketchUp lui connaît pas. Non, il y a des plugins pour ça, mais en fait, si tu veux, pour vulgariser un peu la chose, SketchUp, c'est un peu le logiciel enfantin qui te permet de faire des choses facilement pour pas te faire des nœuds au cerveau. Mais dès que tu veux rentrer dans un logiciel plus avancé comme 3ds Max ou Maya ou des choses comme ça, qui eux fonctionnent avec une logique de l'infographie 3D qui est beaucoup plus universelle et dans les standards de l'industrie,
on se rend compte vite que SketchUp il fait de la merde. Sauf que il fait de la merde, mais il la mange, il la reconnaît sa merde. Donc pour son infrastructure, c'est ok. Puis je suis pas en train de dévaloriser SketchUp parce qu'il est extrêmement puissant de par son côté enfantin justement. Mais c'est que sa logique est différente pour justement aller à l'essentiel. Les développeurs ont pensé Trimbles. Ah bon, ils ont racheté après, c'est pas eux qui ont développé la chose, mais ils ont pensé la chose pour l'optimiser depuis la version 2024 qui d'ailleurs a sensiblement beaucoup de problèmes, mais capable d'importer un plus haut niveau de polygone pour répondre à la problématique de l'UV. Mais en fait, il en a pas vraiment. En fait, il a un UV dans le sens où il va avoir des coordonnées de placement. Donc pour les personnes qui nous écoutent, des fois, on parle un peu, nous, dans notre jargon technique, mais les UV, en fait, c'est un patron, c'est ce qui nous permet, en fait, de positionner les objets, enfin, les textures sur les objets. Et ensuite, quand on récupère cet objet-là dans notre logiciel, garder, en fait, la même position de la texture au bon endroit sur la même volumétrie 3D, c'est vulgairement parlant, c'est ça qu'on appelle un UV. Et donc, pour qu'il se place au bon endroit, eh bien, il y a des plugins dans SketchUp, il y en a plusieurs, il y a plusieurs options. Et quand on l'ouvre après dans 3ds Max et qu'on déplie l'UV, en fait, on voit que l'UV est dégueulasse. Par contre, il fonctionne très bien dans SketchUp. Puis moi, je pense que ça suffit pour nos besoins en ArchViz de productivité de volume et même pour créer un portfolio, même pour des clients, ça suffit largement. Après, dès que tu passes, par exemple, comme Julien, sur un côté cinématographique et tout, là, ça devient un peu plus compliqué. Blender, ça vaut plus la peine pour faire un dépliage UV. Il y a même des plugins externes qui sont indépendants, qui s'en sortent très bien par rapport à ça. Mais on n'a pas besoin de se faire des nœuds au cerveau. On n'a pas besoin, nous. Je suis entièrement d'accord. Je lisais ça même plus dans un sens personnel, connaissance, moi, pour appliquer un truc correctement. On a quand même dans D5 le triplanar, l'option triplanar dans les matériaux qui fonctionne quand même vraiment bien. Et voilà, du moment que mais comme c'est quelque chose que j'avais jamais fait dans SketchUp, par exemple, d'avoir 15 planches de bois côte à côte et puis que sur chaque champ de la planche de bois, je veux pas que la texture elle soit collée répétitivement. Voilà, j'ai dû trouver des plugins, des machins pour donner cet effet dépatternize, tu vois, à sélectionner toutes mes passes. Le dépatternize, c'est super, ça marche bien. L'orientation du fil du bois, j'ai beaucoup bossé là-dessus, j'ai découvert énormément de choses. Mais pour moi, c'est vachement important dans la qualité d'un rendu fini, d'avoir ce genre de petits détails mis en place, parce que sinon, moi, ça me saute aux yeux directement. Donc, donc je me mets à la place de ceux qui regardaient ce que j'allais faire. Je voulais pas que ça se produise, donc non, voilà. C'est propre. Même Julien, qui est extrêmement méticuleux et critique, c'est ce que je dis toujours. En fait, les compliments, ça motive, ça inspire, mais les critiques, ça fait avancer, progresser. Du moins, les critiques constructives. Donc, j'étais assez friand avec lui parce que il a l'œil très critique. C'est lui qui a eu ton projet. Ça faut que ça t'aide aussi, tu vois. Je veux dire, n'importe quelle personne va trouver ça beau, mais il faut il y a toujours quelque chose à voir, à dire. Donc lui, il s'est fait un petit plaisir par rapport à ça. Mais c'est vraiment pour aller chercher la petite bête là, parce qu'il y a. Ah mais c'est génial, mais c'est cool. C'est cool parce que c'est productif et c'est chouette. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte. Ok, écoute, merci. Je vais pas prendre plus de ton temps. C'est super, sympa le petit échange. Je pense que ça va beaucoup plaire aussi aux personnes qui sont intéressées par ton projet, qui ont vu un petit peu comment ça fonctionnait. Est-ce que tu as un site internet, par exemple? Je le mettrai en description parce que je vais profiter de cette vidéo-là pour ouvrir ma chaîne YouTube, donc je le mettrai en description sous la vidéo. Je suis alors, je suis pas encore en train de le créer, mais j'ai commencé pas mal de réflexions par rapport à ça, au niveau des typographies, logos, etc. J'essaie d'avoir un truc cool pour me faire un site sympa, quoi. Après, je suis pas développeur web, donc je pense que je vais prendre une option style Squarespace ou quelque chose comme ça, tu vois, pour me faire un site internet un peu sympa avec mon nom de domaine quand même. Mais on verra ça ensemble. Mais pour ça, il faut un portfolio. Et j'attends d'être intégré tu vois, comme je t'ai dit, j'ai pas mal de maquettes qui sont prêtes, soit des maquettes que j'ai faites en plus, soit des maquettes que j'avais déjà réalisées, des maquettes réelles pour l'architecte professionnel, et que j'ai envie de re-rendre, un peu plus qualitativement. Il y a des beaux projets, il y a des belles choses à faire au niveau portfolio, donc j'attends aussi tes avis, et puis au niveau de la sélection des images, etc. J'ai envie vraiment de faire un truc qualitatif, puis un truc qui me ressemble. Donc, tout est prêt pour le faire. Donc, il y aura de quoi s'amuser. Mais pour l'instant, j'ai juste un profil LinkedIn que je vais lier après à mon profil LinkedIn pro prochainement, quand j'aurai des images à mettre dessus. Et puis, un portfolio sur Behance. D'accord. Que je pourrais t'envoyer si tu veux.
mais qui est adapté vraiment à mon début de formation, enfin à ma formation de dessinateur, donc qui est vraiment orienté plan, permis de construire, etc. Bon, il y a quand même des rendus dessus, mais du coup tout est en train d'être remanié pour vraiment axer le côté Archviz, quoi, dans ce que je veux faire et dans ce que je propose, quoi. Ouais, ben je mettrai les liens au fur et à mesure, puis au pire, Ouais. j'actualiserai les nouveaux liens pour Ouais, carrément. que les personnes puissent suivre son actualité. Nous, on verra ensemble parce que tout ce qui est référencement SEO, Ouais. tout ce qui est positionnement en fait sur les résultats de recherche, tout ça, c'est quelque chose qui m'a passionné pendant des années, qui me passionne toujours. Donc, le côté design graphique et tout, je vais pouvoir t'accompagner pour ce qui est de la charte graphique, création du logo, tout ça. Donc, on verra ensemble. Tu verras, il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. Il y a déjà tellement à faire, en fait, par rapport Ouais. à la valorisation d'une offre pour aller chercher une clientèle spécifique plus haut de gamme, pour avoir plus de marge sur chacune des ventes, moins de volume de ventes par mois, comme on en a parlé. En plus, toi, t'écoutes mon podcast, donc tu connais un petit peu. Je vois tout à fait. Et business puis, je suis plan, clairement dans cette, je te le dis directement, je suis clairement dans cette optique-là. Hein. Si je peux me permettre de privilégier la qualité à la quantité, c'est exactement mon état d'esprit. Ouais, bon, nous, on va se concentrer sur la création d'un beau portfolio qui résonne avec la clientèle avec laquelle tu veux travailler. Ensuite, le référencement SEO pour l'attirer de façon organique et que ce soit eux qui Ouais. viennent en fait pour te solliciter, que ce soit plutôt qu'ils fassent du porte-à-porte. Et autant dire, ensuite, comparé à toi, j'y connais rien au classement SEO. Je vois très bien ce que c'est, je vois à peu près comment ça marche, mais c'est tellement important parce que je sais, et dans ce domaine comme dans plein d'autres domaines, je pense que je me gourre pas en disant ça, tu peux avoir des qualités de rendu, on va dire, moyens, normaux, propres, et avoir une belle mise en avant, un bon SEO, une belle page internet avec des belles typos, un truc joli qui donne envie, bah tu vendras plus qu'un mec qui a une page web des années 2000 avec le texte mal mis à côté avec des images absolument sublimes, tu vois, en mode matte painting de 3D Studio Max et Corona et compagnie, le haut du panier. Mais le mec, je suis sûr, il vendra moins de volume que celui qui a le bundle, qui a tout mis en avant et qui a un branding cohérent, quoi. Ouais. Donc, je suis clairement dans cette étape-là actuellement. J'essaye vraiment d'avoir plein de références, plein de trucs pour avoir un truc solide, un ensemble solide et homogène, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est passionnant. Mais justement, le but, il y a tellement à faire, c'est ça que je disais, c'est que dans la partie créative en 3D, que en plus, il faut s'additionner après la partie internet, site internet. Donc finalement, en fait, le site internet, moi, je le vois un peu comme une carte de visite en ligne. Le but, c'est d'être au plus simple possible et c'est avec les années, progressivement, qu'on va créer une page, une par une, avec eh bien une stratégie pour chacune des pages pour aller avancer dans les résultats de recherche ou alors chercher la personne. Des fois, je fais des pages fantômes, c'est-à-dire qu'elles apparaissent pas sur le site internet depuis le menu, mais elles existent toujours dans l'arborescence en fait de la page de ton site, ce qui fait que, par exemple, si tu as un designer d'intérieur qui recherche, je sais pas moi, un style particulier d'aménagement intérieur, comme Japanly, des trucs à la mode en ce moment, tu vas pouvoir te placer par rapport à ça, par rapport à une zone géographique, par rapport à tout un tas de choses, qui fait que tu vas attirer cette clientèle-là. Et comme moi, par exemple, sur mon premier site internet d'infographie, des fois, j'avais des garagistes qui venaient me chercher parce que j'avais créé je le voyais en fait avec ma page. Je venais de faire un logo pour un garage. Je venais de faire un référencement sur cette page-là pour en lien avec une carrosserie. En fait, c'était un logo pour un carrossier. D'accord. Et j'avais derrière une augmentation de 50%, 25 à 50% de demandes de devis pour des logos de carrosserie. Donc je savais que c'était cette page-là parce qu'il y avait que celle-ci que j'avais référencée parce que j'avais mis que ce logo-là en ligne qui attirait des personnes. Donc ça prouvait que ça fonctionnait. Donc après Google, c'est un peu délicat parce qu'il y a personne qui peut garantir en fait des résultats parce que ça évolue constamment. Ils veulent pas que des petits malins comme moi soient en train de chercher un peu comment fonctionne l'algorithme et tout. Donc ils sont toujours en train de les faire évoluer. Puis surtout, ils veulent toujours proposer, même si maintenant avec les IA ça traîne un petit peu d'être chamboulé tout ça, mais proposer en fait les sites internet qui ont le meilleur contenu plutôt que les sites internet qui essaient de charmer les robots d'indexation et leur plaire. Donc maintenant, avant c'était le nombre de mots clés, la récurrence, un minimum de 300 mots, ces choses-là. Maintenant c'est plus valable. Maintenant c'est autre chose. Ils sont en train de voir refondre complètement la donne. Puis chaque année ça change, chaque année ça évolue. Donc bien sûr, des essais, des erreurs constants. Mais c'est passionnant. Donc mais ça va me passionner parce que pour moi c'est indispensable, voilà, d'avoir les bases de ce domaine-là et puis de savoir comment gérer par rapport à ce référencement parce que c'est vital, quoi.
Ouais, puis on regardera le SIA, le côté payant, parce que là on parlait de l'organique, mais on peut le jumeler pour le côté payant. Mais avant de faire tout ça, il faut que tu sois opérationnel, prêt, parce que si on ouvre les vannes et que tu es submergé de demandes et tu n'es plus l'attente de faire ton portfolio, tu vas voir que c'est frustrant. Moi, ça m'est arrivé et à un moment donné, en fait, j'ai arrêté d'accepter des commandes, je me suis bloqué et j'ai refait mon portfolio pendant 6 mois parce que j'attirais des personnes avec qui je voulais pas travailler, en fait. Ouais. Donc, tu verras par la suite, ce sera intéressant de cibler, préciser ça. J'ose espérer si je peux refuser une commande. Enfin, on verra, mais voilà. Je suis hyper motivé, je suis à fond, mais il y a un gros côté stressant évidemment. Mais c'est pour ça ton podcast, j'en ai écouté, j'ai pas pu tout écouter parce que j'avais trop de retard, mais j'en ai écouté quand même pas mal, je dirais une bonne vingtaine, facile, ouais, entre 15 et 20, facile. Et ouais, ça m'a apporté pas mal de choses au niveau de la réflexion. Je te dis, j'aime bien ta façon de voir les choses. J'apprécie beaucoup ta bienveillance parce que elle se ressent beaucoup en fait. Ah ouais. Et c'est cool, c'est agréable autant sur le site que sur tes podcasts. C'est cool, ça fait. On voit que t'es passionné et puis que t'as de l'expérience dans ces choses-là et puis que tu aimes le partager et c'est plaisant. C'est vraiment plaisant. Donc c'est pour ça que je te fais ce retour-là aussi parce que c'est cool. C'est cool. C'est une mission accomplie totalement. Super. C'est plaisant parce que j'ai peu de retours sur mon podcast dernièrement, vu que je suis la tête dans le guidon, et puis que je vois les statistiques augmenter, mais en fait j'ai pas trop de contact avec les gens. Ça me frustre un peu ça parce que le côté podcast audio, on perd un peu la connexion. En fait, je parle devant mon micro et puis c'est tout. En fait, c'est rare que les gens laissent des commentaires parce que c'est un format qui est pas habituel. Bien sûr. Puis il y a beaucoup de friction sur certaines plateformes de streaming comme Spotify. Par exemple, pour me laisser des notes, des étoiles ou pour me mettre un commentaire, faut faire plein de manipulations. Donc ça réduit énormément le taux d'engagement. Ouais. Mais en tout cas, ton podcast m'a bien aidé. Même à valider le fait de se lancer, le fait que voilà, ton fameux podcast où t'expliquais donc avec la fosse commune, etc. Que voilà, si tu visais une certaine qualité de prestation et que tu cherchais une certaine clientèle, bah il y aura du boulot et ça se développera. Donc j'avais bien écouté celui-là et c'est vrai qu'il a beaucoup joué aussi. Et puis de toute façon, il allait dans la réflexion où moi je suis pas là, j'ai pas envie de faire du volume, j'ai pas envie de faire des templates entre guillemets copier-coller. Je vais pas m'amuser là-dedans quoi. Je vais pas m'amuser, puis j'ai envie que le client quand tu lui envoies le truc, il en prenne plein la tronche et qu'il te dise mais c'est encore mieux que ce que j'espérais, c'est mortel, comment vous avez fait ça quoi. Vous me payez pour ça, c'est cool, je suis content. Tu vois, la satisfaction client, ça va être quelque chose d'important aussi pour moi quoi. Donc c'est bien, Est-ce que tu l'as entendu le podcast? Ça colle bien avec mon état d'esprit. Est-ce que tu as entendu le podcast où je te parlais de la toute première fois qu'il y a un promoteur immobilier qui m'a payé mon rendu 4 000 €? Oui. Ça où tu étais à faire un barbecue, machin et tout. J'étais à un barbecue, que je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je reviens avec ma copine, je lui montre ça, je lui dis écoute, moi je suis le gars du fond de la classe qui passe son temps à acheter des boulettes de gomme sur ses profs. J'ai pas fait d'études de machin et tout, puis je me retrouve pour une image 3D à avoir ça. En fait, moi j'y croyais pas, hein. C'est comme ça que j'ai eu le déclic. J'ai bien entendu celui-là, ouais. Et donc ça, c'est ce type de clientèle là, donc on va essayer d'aller voir parce que il y a toujours une personne, comme tu dis, que tu avais compris, qui est prêt à travailler avec toi. Ouais. C'est plus difficile d'aller les chercher parce que tu verras que les prestataires plus prestigieux, ils sont prêts souvent, je me suis entendu dire le budget c'est pas un problème. Quand ils te disent ça, déjà t'es ok, cool. Mais ils sont assez particuliers à dégoter et à fidéliser. Donc, au début, c'est un peu difficile de mettre le pied dans le cercle professionnel, mais après, ça va très vite. Donc, on pourra aller voir après avec lesquels tu aimes travailler parce que, comme je te disais, ils sont particuliers. Des fois, les demandes, il faut être un peu leur petit soin. Donc, c'est peut-être pas... Toi, je le recommande pas à tout le monde parce que tout le monde n'a pas forcément la personnalité pour ça. Moi, je suis quelqu'un qui a un caractère très fort. Je suis un très mauvais salarié, très mauvais employé parce que je tiens peut-être toujours à mon patron. Surtout que j'ai plein d'idées. Puis des fois, quand on m'écoute pas, ça vient m'énerver. Du coup, je me braque et tout. Mais par contre, pour les clients, je l'ai pas ça. Donc, c'est marrant. Donc c'est drôle, hein. Mais je suis à leur service totalement. À discuter avec toi, je vois qu'on a quand même des points communs. C'est ce que la phrase que tu viens de dire, je peux clairement l'appliquer à moi-même. C'est que
souvent été plus ou moins à être confronté au patron, entre guillemets, tu vois. J'ai jamais été trop pour ça, mais par contre, j'ai toujours aimé bichonner les clients. Voilà, dans mon dernier boulot, des fois, le patron le matin, il disait, tu vas voir, tu vas chez des cons. Je suis désolé, mais c'est le boulot, il n'y a pas le choix, quoi. Et moi, mon challenge, c'était, on va voir combien de jours ils vont me mettre à m'offrir un café le matin quand j'arrive. Et des fois, je revenais le lendemain matin, le patron, il me dit, ça a été hier? J'ai eu mon café. Ah, il me disait, voilà. C'était mon petit challenge. Moi, j'aime bien m'occuper des clients, j'aime bien prendre soin d'un client et qu'il ait le résultat de son engagement financier vis-à-vis d'une entreprise, quoi. C'est important pour moi qu'il y ait le retour correct par rapport à cet investissement-là, quoi. Tu as dit un truc que je voudrais soulever pour les personnes qui nous écoutent, si je peux me permettre de donner un conseil. C'est super important ce que tu dis et c'est souvent très sous-coté. T'as dit un truc là qui est puissant, c'est mon objectif c'était d'avoir mon café. Pour avoir ce côté entre guillemets t'es accepté, le client est satisfait, il y a un retour sur investissement. Ça c'est important. Pourquoi? C'est ce que j'appelle moi fêter des petits objectifs. C'est souvent on veut se fixer des gros trucs, je veux atteindre tel revenu mensuel, je veux avoir appris, fait mon portfolio, tant de rendu 3D, des choses comme ça. Mais en réalité, c'est ces petits objectifs là, c'est extrêmement important. Moi, je fête mes petites victoires. J'en ai fait un épisode là-dessus. Les fameux quick wins. Ouais, c'est ça. C'est genre un truc bête, mais là je me dis par exemple, je fais mon montage vidéo, ça me prend 1 semaine de faire le montage du défi créatif. Au tout et pour tout, la gestion de ce défi-là, ça m'a pris 1 mois de travail. Entre gérer les allées et venues avec des 5 rendeurs, avec les membres, avec l'équipe, avec le partage de la formation pour le défi, pour que les gens puissent apprendre des 5 dessus gratuitement, plus la gestion avec le jury, l'organisation, surtout qu'on avait un membre du jury qui nous a abandonné en live comme ça, one shot pendant la délibération. Il a fallu remplacer les dernières minutes. J'ai vu qu'il y avait un changement, j'ai pas compris. Ouais, on sait pas de nom, mais voilà, c'est déçu de côté-là. Et donc, il fallait que je trouve une solution de recours. Et puis, finalement, je sais que là, j'arrive sur la terme. Là, on finit avec mon dernier travail qui est en fait incorporé maintenant on va dire cet échange. Je vais même pas appeler ça une interview dans la vidéo. Puis après, mettre ça en ligne. Eh bien, je vais me fêter ça. Tu vois, c'est pas grand chose en soi parce que c'est une vidéo qui va durer peut-être 2 heures et peut-être qu'il y aura 20 vues dessus. mais c'est pas grave parce que c'était mon objectif et je le fais et j'en suis content de l'avoir fait, tu vois. Mais mais c'est vachement important personnellement d'avoir ces petites choses-là. Puis c'est pour le moral, pour la productivité, pour tout en fait, tout est relié à ça. C'est vachement important, je trouve. Ouais, c'est pour ça c'est puissant ce que tu dis, j'aime beaucoup. Ok, parfait. Est-ce que t'avais des précisions à ajouter, des petites questions ou autres? Non, je pense qu'on a... Ouais, non, je pense qu'on a fait le tour. J'avais préparé quelques notes, mais j'ai rien lu. J'ai pas eu besoin. Et, non, ça tout se fait au feeling. Super. Je pense qu'on a bien dégrossi. Moi, j'ai encore un peu d'abdos McDo là, mais dégrossi. Je sais, j'ai un humour de merde. Bon, ok, écoute. C'est quoi, si juste le truc, mais même ça peut être juste entre nous, mais c'est vrai qu'il y a un truc où j'ai mis les bouchées doubles, c'était parce que je sais que c'était un critère important, le fameux matériau multimédia pendant le défi créatif. Et au début, donc je l'ai pas abordé comme ça. Le premier qui est venu, c'était donc la vapeur sur la tasse de café, quoi. J'avais vu ça sur un tuto, une story officielle de D5. Et j'ai dit, voilà, bingo, je l'ai, mon truc, quoi. Et après, il est venu le téléphone. Oui. J'avais la cheminée qui était derrière. J'ai réussi à mettre une vidéo footage d'un feu de cheminée, quoi. Parce que j'aimais pas les particules de feu dans D5. Ça me convenait pas par rapport à ce que je voulais faire. Ouais. Donc, j'ai réussi à intégrer ça. C'est pour ça que c'est cadré d'une certaine manière, parce que ma cheminée était énorme et puis mon footage était beaucoup moins large et je pouvais pas le dupliquer. Ça faisait dégueulasse. Donc j'étais content quand j'ai montré ça à ma compagne. J'ai dit, tu vois, il y avait un critère, c'était de mettre un matériau multimédia et j'ai réussi à en coller 3 sur le même plan. J'étais heureux. C'est vrai que C'était la petite particularité, on va dire.
J'ai vu ça en refaisant le montage parce qu'au fur et à mesure que les membres du jury commentaient, je faisais un montage avec des animations, tout ça, puis donc je les connais tous par cœur à la minute près là, les projets de tous les membres. Ah ouais. Et donc je regardais à chaque fois tes animations, ton petit téléphone. Je me suis dit comment qu'il a fait ça, le téléphone qui s'allume avec la petite notification. Est-ce qu'il a enregistré son écran de téléphone, puis ensuite il l'a retranscrit sur l'écran du téléphone dans la scène 3D? Est-ce que c'est un asset 3D qui a déjà été, parce qu'il y a plusieurs Non. possibilités pour faire ça. Ouais, bien sûr. Non, bah là, c'est exactement comme le footage du feu de cheminée. J'ai essayé de trouver un petit footage, une vidéo d'un écran de smartphone qui se met qui a une activité, il y a un appel, un truc comme ça. J'ai réussi il y en avait pas beaucoup, hein. J'en ai trouvé un. Après, je l'ai recollé dessus en le mettant à la bonne taille, quoi. Et puis, par contre, j'ai dû exporter 5 ou 6 fois ce plan-là parce que c'était pas la vidéo, ouais. J'ai connu ça aussi. La vidéo de l'écran, elle devait durer 15 ou 20 secondes. Et moi, mon plan, il devait faire 3-4 secondes, tu vois. Donc, le changement de notification arrivait jamais au bon moment. Et j'arrivais pas on n'a pas l'action comme, tu sais, par exemple, comme un lapin animé que j'ai mis dans l'herbe au début. Tu peux choisir quand est-ce qu'il commence, quand est-ce qu'il finit. Et là, avec ce bout de vidéo de matériau multimédia, tu n'as pas d'action dessus. Donc, finalement, j'ai eu le résultat que je voulais, mais c'était un petit peu au bonheur la chance et j'ai dû l'exporter plusieurs fois. Ouais, c'est quelque chose que j'ai demandé à l'équipe de D5 aussi. Puis moi aussi, je rencontre le même problème. Puis c'est pareil, en fait, hein, c'est au petit bonheur la chance. Quand tu veux que ça tombe au bon moment, faut faire les séquences jusqu'à ce que ça sorte. Mais c'est ça. Mais ouais, parce que j'avais pensé à ça, je me suis dit, en fait, une option qui serait possible, c'est tu sais que tu peux enregistrer ton écran et puis donc après reprendre cette capture d'écran MP4. Tout à fait. Et puis le mettre directement après sur ta surface. Tout à fait. Je me suis dit, est-ce qu'il a fait ça? Est-ce qu'il a été chercher à la banque et tout? J'ai analysé tout ça, puis je pense que ta vidéo va rester intemporelle là, parce que l'avantage des vidéos sur YouTube, c'est que ça reste tout le temps. Et puis tu as un niveau qui a été suffisamment élevé pour que ce soit cohérent encore pour plusieurs années. Donc c'est cool, je pense que ça va inspirer beaucoup de personnes, même des gens qui sont un petit peu curieux de dessin render, qui voient pas ce qui est possible de faire avec. Mais toi, tu montres aussi une partie de ce qui est possible de faire avec, donc c'est cool. C'est chouette, super content. Écoute, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Je te remercie pour ton temps et puis pour la participation aussi encore une fois. Et puis j'ai hâte d'être accompagné et puis t'aider à atteindre tes objectifs. Et moi aussi. Encore une fois, merci pour tout ce que tu as mis en place, pour la communauté, puis pour me permettre d'accéder à ce coaching VIP que j'en ai vraiment besoin. Je suis super content, encore une fois, je te le dis, c'est fabuleux, c'est génial et je vais pas le gâcher. Ouais, ça, puis je peux te le promettre. Je tiens aussi à glisser le mot de la part de toute l'équipe de D5 Render qui te permettent d'avoir 12 mois d'abonnement pro. Donc ils te félicitent aussi et puis te remercient pour la participation. Donc je te le traduis en français parce qu'en chinois c'est moins cool. Merci aussi grandement de me permettre d'avoir cette licence pendant 1 an, c'est super génial parce que j'adore ce logiciel, donc je peux pas l'exclure de mon workflow, c'est pas possible, c'est impossible. Écoute, super. Un grand bravo encore une fois et puis on se contacte très vite. Je te reviens avec tes identifiants de connexion avec l'accès aux ressources là, etc. pour que tu puisses commencer à t'infliger ce téléchargement infini de toutes mes ressources que je cumule depuis 2009 là et puis c'est trop bien. Ça va, tu vois, ça va être le fun. Je te reviens très rapidement. On fait comme ça. Encore un grand merci. Avec plaisir. Salut Ronan. Bonne journée à toi. Bon courage pour la fin du montage. Salut. Salut. Nous voilà arrivés à la fin de la vidéo. Merci encore une fois pour ton écoute et puis je te dis à la prochaine. Salut.